Je vais laisser les collègues s'installer. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème « Mieux partager la valeur et garantir des revenus dignes pour les agriculteurs ». Ce débat a été demandé par le groupe écologiste NUPES. À la demande de ce dernier, il se tient donc en salle Lamartine afin que des personnalités extérieures puissent être interrogées. Je les salue et je les accueille. La conférence des présidents a décidé d'organiser ce débat en deux parties. Nous commencerons par une table ronde en présence de personnalités qui sont invitées. Ça durera 1 heure et puis nous procéderons, après avoir entendu une intervention liminaire du gouvernement, je verrai qui est désigné par le gouvernement, Madame Pannier-Runacher, à une nouvelle séquence de questions-réponses d'une durée d'1 heure également. La durée des questions et des réponses sera un ping-pong de 2 minutes, 2 minutes de questions, 2 minutes de réponses par la ministre, sans droit de réplique. Pour la première phase du débat, je souhaite donc la bienvenue. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher votre nom. Monsieur Outaya Kumar, Monsieur Thomas Outaya Kumar, directeur des programmes et du plaidoyer de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Bonsoir, monsieur. Madame Sylvie Collat, qui est secrétaire nationale de la Confédération paysanne. Monsieur Jérôme Caillé, vous êtes agriculteur biologique et président de Terrena Bio. Et monsieur Blaise Desbordes, vous êtes directeur général de Max Havelaar France. Bonsoir et merci de votre présence. C'est à vous, monsieur Outaya Kumar, que je vais laisser la parole pour nous présenter, nous faire peut-être un petit exposé. En tous les cas, nous vous écoutons avec nos collègues. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Je vais me concentrer sur le secteur laitier, puisque aujourd'hui, l'enjeu est d'évoquer la répartition de la valeur dans les filières agricoles. Donc, je vais débuter par le secteur laitier, puisque en fin 2023, nous avons publié une étude sur les enjeux de l'injuste répartition de la valeur dans le secteur laitier. Donc, on a essayé vraiment de retranscrire cet enjeu sur le volet macroéconomique, mais aussi au niveau des marges dégagées par l'ensemble des maillons de la filière. Donc, pour aller droit au but, puisque je crois qu'on a 5 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, pour aller droit au but, les résultats sont les suivants. Entre 2018 et 2021, le secteur de l'aval a dégagé plus 61% de bénéfices nets entre 2018 et 2021. Ces données sont issues des données statistiques de l'INSEE et ça nous a permis déjà de quantifier un peu les bénéfices nets, à savoir, lorsqu'on parle de bénéfices nets, on a déjà soustrait tout ce qu'on appelle les investissements aux amortissements, les coûts, l'achat, l'énergie, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les profits. Et pendant ce temps-là, on a essayé de quantifier un peu le revenu des agriculteurs et notamment des éleveurs laitiers. Et si on regarde les données du RICA, qu'on appelle le réseau d'information comptable et agricole, on remarque que le revenu des agriculteurs se situe entre 0,7 à 0,9 le SMIC horaire. Ce qui signifie qu'on est dans une situation très inégalitaire et ce qui nous pose question sur comment se réalise la construction des prix dans ce secteur-là et comment est-ce qu'on peut répondre justement à cette inéquité lorsque d'un côté certains acteurs arrivent à pérenniser leur activité économique, c'est-à-dire le secteur de la distribution et de l'agroalimentaire, alors que de l'autre côté, des éleveurs n'arrivent toujours pas à vivre de leur métier. Donc ça, c'est le constat qu'on a posé. Par la suite, ce qui nous a intéressé, c'est de l'illustrer par des produits phares dans le secteur laitier, à savoir le beurre, le lait, le camembert. Alors, le camembert, c'est intéressant puisque, vous le savez sans doute, Oreillette est la vache normande égérie du Salon de l'agriculture. Donc intéressant aussi de qualifier un peu ce camembert et de comprendre pourquoi aujourd'hui notre égérie du Salon n'est pas vraiment représentative du secteur laitier français, puisque la majorité des races de vaches laitières ne sont pas des vaches normandes. Lorsqu'on regarde un peu ces produits-là, et qu'on regarde le beurre, le camembert et le lait par exemple, on peut évaluer en fait les marges de certains acteurs. On parlait tout à l'heure des acteurs de la distribution, les acteurs de l'agroalimentaire, et puis on peut aussi essayer de quantifier le coût matière première qui peut être quantifié du côté des agriculteurs. Lorsqu'on regarde l'évolution de ces marges sur près de 20 ans, depuis les années 2000, on voit que les marges, puis je pourrais vous donner les chiffres, je les ai avec moi, mais pour aller, pour vulgariser ça, on voit que les marges se font au détriment des éleveurs. Donc lorsqu'on regarde toute l'évolution sur 20 ans, c'est quand même assez significatif et ça nous pose question un moment, et je pense que mes collègues en parleront après, sur la construction de ces marges. Alors le secteur laitier, c'est une déconnexion qu'on appelle physique et économique.
La déconnexion physique, elle est aussi du fait que lorsqu'on collecte le lait, on a des camions-citernes qui collectent le lait à la ferme, et ce lait, une fois collecté, il est standardisé. C'est-à-dire qu'il va être récupéré, mélangé, homogénéisé et craqué en une multitude de produits qu'on appelle des caséines, du babeur, des peptones, etc. Et lorsque ce lait est homogénéisé, on ne peut plus vraiment retracer l'origine. Et donc c'est là qu'on peut parler ensuite de la déconnexion économique. La question qu'on peut se poser, elle est très simple lorsqu'on va au supermarché. Pourquoi aujourd'hui, si on prend par exemple l'emmental, qui est produit à près de 85% dans le Grand Ouest français, en tout cas il est issu du lait du Grand Ouest français, pourquoi, alors qu'on a 85% de cet emmental qui est produit dans cette région-là, on se retrouve avec des prix très différents dans les supermarchés. Lorsqu'on regarde le prix au kilo d'un emmental MDD, marque du distributeur bio, on regarde aussi des marques nationales, cet emmental a un prix différent. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on peut rattacher ce prix final à l'origine du lait? La réponse est la suivante. Non, puisque en fait, cette valeur immatérielle, c'est ce qu'on appelle le marketing. Et c'est le marketing aujourd'hui qui va driver les prix, puisqu'il est très difficile aujourd'hui de rattacher ce prix final à l'origine du lait, qui est sensiblement le même, puisque collecté au même endroit. Je rappelle qu'aujourd'hui, près de 80% du lait collecté, il est conventionnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas issu d'une démarche engagée, c'est-à-dire qu'il n'est pas bio, il n'est pas SICO, les signes d'identification de la qualité de l'origine, à savoir le bio, etc. Et puis il n'est pas, on va dire, situé dans ce qu'on appelle les marques privées. Donc 80% du lait collecté est un lait conventionnel. Donc lorsqu'on regarde cette déconnexion physique et économique, on arrive sur un dernier élément qui est celui de l'asymétrie des pouvoirs et la structure oligopolistique. Et j'en ai terminé. Ce petit bruit veut dire que vous vous approchez de la fin. Très bien, j'ai presque fini. Concernant l'asymétrie des pouvoirs, il faut savoir qu'aujourd'hui, 97% des bénéfices sont récupérés par 3% des entreprises de l'agroalimentaire. Donc ce ne sont pas des profits qui bénéficient aux PME, ce sont des profits qui bénéficient à des grandes entreprises agroalimentaires. Et on en arrive en fait à la fin sur justement cet enjeu d'asymétrie des pouvoirs qui est caractéristique d'un secteur qui mérite à la fin d'arriver sur deux mesures importantes, la transparence et l'encadrement des marges et la répartition des bénéfices nets qui doit se faire plus largement au profit des agriculteurs. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Poursuivons nos tours de parole avec madame Collard. Si vous voulez bien également pour 5 minutes nous faire une présentation de vos points de vue. Bonsoir, donc je représente donc la Confédération paysanne. Je suis productrice biologique dans le sud-ouest de la France, dans le Gers. Voilà. Déjà, je voulais rappeler quelques chiffres essentiels et qui sont encore sortis aujourd'hui dans Agrafil. Donc effectivement, par exemple, en 92, nous étions 1 200 000 agriculteurs sur notre territoire. Et actuellement, nous sommes entre 360 000, 400 000, hein, selon ce qu'on prend, parce qu'il faut considérer qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont aussi des doubles actifs. Et d'ici 10 ans, nous devrons être un petit peu plus de 200 000. C'est-à-dire qu'on va perdre à peu près un peu plus de 100 000 agriculteurs voilà, dans très peu de temps, certes à cause de la pyramide des âges, mais surtout à cause du manque de renouvellement. Alors il faut se questionner justement pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi on en est arrivé là ? Eh bien déjà parce qu'il y a un problème de revenus. Voilà. Pourquoi les fermes n'ont pas de renouvellement? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'installation? Pourquoi est-ce que le métier n'a pas d'attractivité? Tout simplement parce que c'est le métier où on travaille le plus, où on investit le plus, où on gagne le moins d'argent et où en plus on a une mauvaise retraite. Voilà. Je crois que à peu près la messe est dite. Pourquoi on en est arrivé là, justement, aussi? C'est bien parce qu'on n'a jamais eu une juste répartition de la valeur par rapport au travail de la production que nous faisons. Ce travail de production, il n'est pas simple et il est subi, on travaille du vivant, donc il est sujet et il subit les aléas climatiques, les conditions différentes d'une région à l'autre, des qualités pédoclimatiques, des sols, bien sûr aussi la mondialisation, les échanges mondiaux et évidemment un certain nombre de spéculations sur les céréales. On a un certain nombre de produits agricoles, de matières premières agricoles, puisque nous, les paysans, nous produisons la matière première. Et quand on parle effectivement du travail et de la valeur ajoutée, il ne faut pas oublier que souvent, ce que voit le consommateur, c'est un produit alimentaire transformé, élaboré, transporté et qui est mis à sa disposition. Donc,
Donc, effectivement, il est difficile de dire quelle est la part du revenu de l'agriculteur par rapport au produit alimentaire final, vu qu'il est souvent en plus complété par d'autres produits. Nous avons, dès 2008, à la Confédération paysanne, parlé de prix plancher. On avait vu, jusqu'en 92, il y avait une certaine, entre guillemets, régulation des marchés, où il y avait des quotas, les quotas laitiers, les quotas de la filière betterave, par exemple, parce qu'effectivement, il y avait des prix minimum garantis et il y avait aussi une régulation du marché par des quotas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand nous, la Confédération paysanne, nous avons parlé de prix plancher et que nous avons exprimé auprès de M. Macron lors des différentes rencontres pendant cette crise, où nous avons redit, mais là, personne ne gagne d'argent actuellement, pas un modèle ne s'en sort. La bio va pas bien, mais le modèle industriel ne va pas bien non plus. Les petites fermes sont en souffrance, mais les très grosses fermes ont aussi des difficultés. Elles ont investi, donc en fait, que l'on soit allé vers un modèle productiviste qui, soi-disant, devait tirer tout le monde d'affaires parce que justement productiviste, compétitif face au marché mondial, ces gens-là ne s'en sortent pas aujourd'hui. Ils étaient dans la rue, avec nous aussi, où nous représentons plutôt une agriculture paysanne à échelle humaine, où nous avons aussi des difficultés de revenus et d'assumer aussi la pérennité de nos fermes. Donc le problème, il est bien global. Et c'est pour cela qu'on a reproposé cette question de remettre vraiment le sens, la problématique sur la rémunération du paysan. C'est-à-dire, effectivement, le coût de production, sa rémunération, mais aussi sa couverture sociale. Il ne faut pas l'oublier parce que souvent, elle a été rognée. Et encore récemment, on a vu les demandes et les propositions faites par le gouvernement sur la TODE pour décharger des charges sociales, parce qu'on appelle, dans ces cas-là, on parle de charges sociales, alors que ce sont des cotisations sociales auprès de nos collaborateurs. Donc d'aller toujours dans ce sens, comme si le produit agricole ne pouvait pas non seulement rémunérer ses travailleurs, mais en plus assurer toute leur protection sociale par le coût qu'elle représente auprès de la société. C'est bien le seul modèle économique qui aille dans ce sens. Donc ce prix plancher, il est à construire, effectivement, il est complexe, il n'est pas complètement défini dans le sens de tous les indicateurs qu'il va falloir élaborer, parce que vous savez que l'agriculture, déjà, elle est plurielle. Hein, mais pour autant, on a de l'expérience. Je suis issue du Gers. On a eu la grippe aviaire. Quand il y a eu des indemnisations auprès des producteurs sur les pertes de production, tous les systèmes ont été évalués. Filière longue, filière courte, bio, pas bio, vente directe, circuit long. Donc, il y a eu des prix élaborés par des services économiques fiables qui peuvent nous donner des notions de prix plancher selon les modèles, selon les circuits, selon la qualité des produits. Ça, ce n'est pas une difficulté. Par contre, effectivement, derrière, il faut qu'on soit bien d'accord sur comment on va réguler, parce qu'il y a le prix, mais il faut forcément une régulation de la production. Je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît, Madame Collat. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur Caillé. Oui, alors moi, je vais témoigner de ce qu'est ma vie d'agriculteur, en fait. Je me suis installé en 2002, c'était il y a très longtemps, que en céréales. Et quand on s'installe, vu la direction que prenaient les aléas climatiques, sanitaires, etc., en bon entrepreneur, j'ai décidé de diversifier mes productions sur mon exploitation. Et en 2011, j'ai installé un premier bâtiment à volailles. Et puis, je me suis engagé aussi en énergie renouvelable puisque j'ai lancé une première centrale de production photovoltaïque sur les bâtiments. Donc, j'ai diversifié mes sources de revenus pour essayer d'être un peu plus résistant économiquement, climatiquement et puis sanitairement. Tout ça, depuis 10 ans, j'ai investi 800 000 euros. Alors, c'est une somme importante pour un agriculteur tout seul et j'ai une ferme qui est quand même importante. Donc, il a fallu aussi que j'embauche un salarié. Parce que quand on se diversifie, on multiplie aussi les tâches et il faut fournir partout, il faut le faire bien, donc je ne pouvais pas suivre tout seul. Depuis 3 ans, moi aussi, j'ai subi la grippe aviaire d'abord. Alors c'est vrai que ça, on ne l'avait pas vu venir. Et puis là, on subit aussi les aléas climatiques. Moi, je n'ai pas un seul hectare de semé à l'automne dernier. Et ce qui manque à mon système, en fait, aujourd'hui, c'est un système qui me permettrait de pérenniser mon exploitation dans la durée. On est en capacité, quand on a une entreprise agricole, de pouvoir faire face
à des aléas, on va dire des petits aléas. Mais quand, en l'espace de 3 ans, on se prend des pertes de l'ordre de 30 000 euros alors qu'on n'a pas la capacité à résister et qu'on n'a pas pu justement mettre de côté le nécessaire pour passer ces aléas, c'est très douloureux. En toute franchise, mon revenu moyen depuis 10 ans mensuel, c'est 960 euros. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai créé une activité, je fais vivre énormément de personnes, à peu près 10 personnes travaillent lorsqu'il y a un agriculteur qui travaille dans les différents services, et c'est plutôt une fierté, mais à un moment donné, l'équation, elle n'est pas durable. Et si on veut que le modèle agricole français il perdure, il faut installer des jeunes. Moi, j'ai envie qu'on ne soit pas 200 000, j'aimerais bien qu'on soit 300 000. Mais il y a 2 volets importants sur lesquels il faut absolument agir. Sécuriser le revenu, c'est ce qui a été dit, et on en reparlera par le commerce équitable, et aussi que des systèmes assurantiels, en cas de crise, en cas de difficulté, permettent de faire face. Et ça, par exemple, moi je suis producteur bio, on n'en a pas. Il y a bien des incitations à l'assurance par la PAC, mais aujourd'hui, par exemple, les assureurs, ils ne sont pas très favorables à assurer les producteurs bio. D'abord, ils ne savent pas faire une assurance quand il y a 2 cultures dans la même parcelle, ce qu'on fait énormément en bio pour pouvoir justement être résilient. Donc, il y a eu une autre approche qui s'est faite en 2017, c'était de dire on met en place des contrats tripartites, producteurs, transformateurs, distributeurs. Sur le papier, c'est bien. Ça engage un prix, alors prix plancher ou pas. On a eu du mal à négocier quand même que dans le prix engagé, il fallait que ça rémunère à hauteur de 2 SMIC. La plupart des autres maillons derrière, ils considèrent que c'est 1 SMIC, c'est déjà bien. La difficulté qu'on a depuis 2 ans, où les productions bio sont très en berne, et vous le savez par rapport à ce qu'on peut lire dans la presse, c'est que le prix, il n'engage pas aussi un volume. Il engage un prix moyen par rapport à un modèle d'exploitation. Le mien, il est dimensionné pour sortir 45 000 poulets par an. Mais depuis 2 ans, le marché s'est tellement effondré qu'on ne m'achète que 21 000 poulets par an. Donc mon système, il ne tient plus, quoi. Et j'ai rien dans les contrats actuellement qui permettent de préserver de ça. Donc dans le modèle de prix plancher qui peut avoir des avantages dans la construction, il ne faudra pas oublier aussi que il va arriver d'autres aléas climatiques, il va arriver d'autres aléas sanitaires. On le voit, la peste porcine est à nos portes, la MHE dans le sud-ouest. Et on n'est pas en capacité sur nos exploitations, telles qu'on l'a construit, de pouvoir résister à des violences de pertes économiques de ce type-là. Donc, les marges distributeurs, ça va effectivement être un gros sujet. Moi, je peux vous donner l'exemple. Un poulet qui part de chez moi, entier, vivant, il part à 3,10 €. Je retrouve ces filets en vente à Paris à 51 €. Ça fait un peu mal quand je sais quand même, puisque je suis dans la filière, que le poulet, quand il sort de l'abattoir, il est autour de 12,50 €. Et quand on discute avec ces distributeurs-là, ils nous disent bah oui, mais on n'en vend pas, donc on est obligé de prévoir qu'il y a de la casse. Et du coup, nous, vous savez, nos marges, elles sont assez faibles. Alors j'entends que les marges sont assez faibles. Je rappelle quand même que l'année dernière, la grande distribution a investi 3 milliards d'euros pour faire de la publicité pour du produit pas cher. Et donc, je dis que sur ces 3 milliards d'euros qui sont faits pour de la publicité destructrice de nos valeurs sur nos exploitations, il y a quand même une marge d'évolution. Il y a peut-être une répartition de ces budgets-là à faire pour essayer de permettre que les produits soient produits français déjà, et puis qu'une partie de cette valeur revienne. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Desbordes. Bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation à nous auditionner. Je représente une ONG qui est issue de la société civile et qui, depuis 3 ou 4 décennies, a contribué à créer des mécanismes qu'on appelle de commerce équitable. C'est un sujet assez vaste. Nous sommes nombreux dans le monde à défendre ce projet. Nous avons embarqué, entre guillemets, plus de 2 millions de paysans aujourd'hui. C'est totalement insuffisant, mais c'est substantiel. Et ce dont je voudrais témoigner ce soir, peut-être, ce n'est pas de l'ensemble de notre expérience, parce que ce serait trop long, mais de rebondir sur ce qui cristallise aujourd'hui le débat, la question des prix planchers. Voici un produit qui contient un prix plancher. Rien de redoutable. Ça existe, et mon témoignage vise à vous convaincre que c'est faisable, c'est professionnel, ça fonctionne, c'est adopté volontairement par l'ensemble de la chaîne, parfois même jusqu'à la GMS, et donc c'est instrumentable, utilisable ici et maintenant.
Et si en sortie de crise, cela intéresse les décideurs et les parlementaires au premier chef de s'inspirer des mécanismes de commerce équitable pour disséminer des pratiques qui protègent, parfois imparfaitement, mais en tout cas qui vont dans le sens de la protection des paysans qui sont dans la situation de M. Caillé, eh bien, nous serions très heureux d'avoir apporté ce témoignage. Alors, comment ça fonctionne ? L'enjeu du commerce équitable et des filières équitables, c'est avant tout de partir précisément de ce que vous dites, c'est-à-dire de sécuriser le droit de travailler et le revenu agricole. Deuxièmement, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en France, comme pour ce lait, c'est de calculer des prix, certes, avec une méthode extrêmement éprouvée de concertation, un peu ce qui a été évoqué, par exemple les conférences de filière, ce type de raisonnement. On est capable de les calculer, de les revoir chaque année pour qu'ils collent au réel, pas pour qu'ils collent aux besoins de la grande distribution, par exemple. Deuxièmement, comment on fait pour assurer ce revenu ? Eh bien, comme vous le dites, monsieur, on part du revenu souhaité, par exemple 1,5, 2 SMIC comme plancher minimum, et on reconstitue avec les autres coûts de production à combien la tonne de lait doit être vendue. Donc on met les choses dans l'ordre. Et dès lors, on arrive à un prix de la tonne, et qui est celui qui doit être sanctuarisé, et que notre mécanisme permet de sanctuariser. Alors ce prix est un prix plancher. Si bien sûr le marché, une conjoncture favorable, permet aux agriculteurs de vendre plus cher, grand bien leur fasse. Mais c'est au moment de la mauvaise conjoncture que là, le prix plancher équitable sécurise et permet d'amortir les investissements, d'amortir les efforts qui ont été faits, bien sûr, sur des années et des années. Un petit exemple juste. On a calculé, nous, on a défini un prix du blé français, par exemple pour le Gers, minimum rémunérateur. Et on s'est rendu compte, sur les 3 dernières années, l'équipe a fait un petit calcul ces jours-ci, 60% du temps, le prix du blé s'est avéré être en dessous de ce prix équitable Max Havelaar qu'on avait calculé. Et s'il avait pu jouer, alors que c'est le prix mondial qui a joué, si ce prix équitable avait pu jouer, eh bien on aurait eu directement un surplus de revenus par actif agricole dans la filière blé de 7 000 € sur cette période, de 2 800 € de plus par an, et donc d'environ 230 € de salaire net par actif agricole dans le blé, uniquement pour la production du blé. Donc vous avez, quand on parle de 900 €, quand on parle d'une partie de la population agricole à 300 € par mois, d'avoir activé, si on avait activé un prix équitable du blé qui n'est pas un prix extraordinaire, mais qui sait être fait, qui est concerté avec la filière, qui est décidé volontairement par tous, qui se retrouve en rayon, eh bien on aurait eu ce supplément de revenus. Donc voilà un peu le mécanisme des prix planchers, je dirais, qui existent déjà. Alors quelle est la différence avec les prix dont on parle aujourd'hui dans la presse, dont on parle au Salon de l'Agriculture, où nous avons passé la journée très bien entourés? Eh bien, la différence, c'est que ce prix-là est volontaire. Et ce qui agite aujourd'hui tous les cercles de décision, dont les assemblées peut-être, c'est la question, peut-on transformer quelque chose qui est volontaire en quelque chose d'obligatoire? Et sans doute, c'est là que se logent finalement les principaux pièges de ce débat et les pièges du concept de prix plancher. Quand vous voulez le transformer dans la loi, évidemment, une levée de bouclier surgit immédiatement. Mais quand vous raisonnez en termes de volontariat, c'est-à-dire qu'une filière entière est d'accord, et si elle n'est plus d'accord, elle quitte, eh bien là, vous ouvrez des possibles extraordinaires. Aujourd'hui, les filières que nous représentons, là où nous sommes installés, c'est 4-5% du marché. La plus importante, c'est un fruit, c'est la banane, où là, c'est 12% du marché en France. Mais imaginons la marge de manœuvre que nous aurions, y compris si la loi ne passait pas. Alors, 2-3 mots, et j'en termine par là. On peut le définir collectivement par filière. On peut utiliser, par exemple, des données territorialisées. Donc, les arguments sur le fait qu'un rendement ici, ce n'est pas un rendement là. Non, on sait le faire. Nous, on a 5 prix du lait en ce moment, selon les régions françaises. Et donc, on active des produits équitables dans 5 régions différentes en tenant compte de 5 situations différentes. Et puis, je le redis, surtout, pour éviter les pièges de ce débat, ne considérez pas les mécanismes équitables qui ont fait leurs preuves comme des prix administrés. Le piège du débat aujourd'hui, c'est de penser à des prix administrés. Ce ne sont pas des prix administrés, ce sont des prix volontaires. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur général. Nous allons en venir aux questions. J'invite ceux qui souhaitent s'inscrire à me le faire savoir, et évidemment à faire savoir la direction de la séance. Chaque question sera immédiatement suivie de la réponse, comme ça garde un peu de fluidité dans le débat. La première question, c'est Madame Pochon pour le groupe écologiste.
Merci Monsieur le Président. Un grand merci pour vos interventions respectives. Je suis heureuse que vous, agriculteurs et organisations paysannes, ayez enfin la parole ici à l'Assemblée nationale. D'autres acteurs, pourtant également essentiels à ce débat organisé par le groupe écologiste sur le partage de la valeur agricole, ont décliné notre invitation. Je les cite, Lactalis, Danone, Leclerc, Sodial, Lagna, Nestlé, Groupe Avril. Ce sont tous des acteurs de l'industrie agroalimentaire et de la distribution que nous avions pourtant invités à ce débat. Qu'est-ce qui a nourri leur refus ? Le mépris envers notre Assemblée, la gêne de se retrouver face à vous. Entre le dernier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2023, le taux de marge des industries agroalimentaires est passé de 28% à 48,5%, soit une augmentation de 71% du taux de marge en 1 an et demi. En 1 an, les profits du secteur de l'industrie agroalimentaire ont augmenté de 132%, passant de 3 à 7 milliards d'euros. La fortune du PDG de Lactalis s'élève désormais à 22 milliards de dollars. Pendant ce temps-là, malgré la hausse de la productivité, et vous l'avez également dit, le revenu net de la branche agricole a baissé de près de 40% en France et en euros constants. Dans ce contexte, il est inacceptable de maintenir un système dans lequel le coût de la transition repose majoritairement sur les épaules des agriculteurs. Nous ne pouvons demander à la fois aux agriculteurs de produire à très bas coût et à la fois de supporter le coût et les risques associés au changement de pratique dans un contexte de règlement climatique qui augmente encore l'incertitude alors que toute la société bénéficie de productions agricoles françaises qui dessinent nos paysages, d'agriculteurs nombreux qui font vivre nos villages, de la réduction des pesticides et de la préservation de la biodiversité. Ma question s'adresse à M. Outaya Kamar de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Dans votre dernier rapport sur le partage de la valeur dans la filière laitière, vous proposez la création d'un fonds mutualisé de transition agroécologique qui soit abondé en pourcentage des bénéfices et dividendes des acteurs de la transformation et de la distribution. Comment la construction de ce fonds répondrait-elle à la fois aux inégalités dans le partage de la valeur, notamment au profit des agriculteurs, mais également aux défis de la transition écologique à venir? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Eh bien, je vais demander à Monsieur le directeur des programmes et du plaidoyer de la Fondation pour la Nature et l'Homme, Monsieur Outaï Kumar, de nous livrer sa réponse. Merci pour cette question. Effectivement, lorsque j'ai parlé tout à l'heure des bénéfices nets qui avaient été dégagés entre 2018 et 2021, c'est-à-dire les plus 61% de bénéfices nets dans le secteur de l'aval, on arrive en 2021 à près de 800 millions d'euros de bénéfices. L'idée est très simple, c'est de ponctionner une partie de ces bénéfices nets, par exemple 15%. Le choix était arbitraire de notre côté, mais 15% de 800 millions d'euros, c'est pas négligeable. Si on le met par exemple en regard des aides d'urgence qui ont été annoncées aujourd'hui, par exemple dans le plan Ambition Bio par Marc Fesneau, notre ministre de l'Agriculture. Donc prendre 15% par exemple de ces bénéfices nets et essayer de le placer dans un fonds de transition agroécologique, c'est-à-dire que ce fonds serait conditionné. Il serait conditionné à des modes de production plus durables. Si on parle des élevages, on pourrait parler de modes de production plus extensifs, plus pâturants, c'est-à-dire avoir davantage de systèmes herbagés pour les systèmes laitiers et aller effectivement aider des agriculteurs qui sont en plus dans une situation de décapitalisation subie, c'est-à-dire les cheptels qui se réduisent drastiquement ces dernières années et qui aujourd'hui ne sont pas assez accompagnés. Enfin, je parle des agriculteurs qui ne sont pas accompagnés dans cette situation très 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 difficile. Et comme l'expliquait Marie Pochon ici, aujourd'hui on fait subir la charge totale par les agriculteurs et cette situation elle devient intenable. Donc peut-être une chose assez simple, ce serait justement d'avoir un pourcentage défini à ponctionner de ces bénéfices nets effectivement. Merci, monsieur. Pour le groupe communiste, pour le groupe GDR, monsieur Monet. Merci, monsieur le président, et merci au groupe écologiste d'organiser ce temps d'échange. J'aimerais vous entendre sur un sujet, moi, qui me questionne. Effectivement, l'agriculture est traversée par de nombreux enjeux, de nombreux défis. Et on a parfois l'impression qu'on produit davantage par rapport aux besoins des marchés financiers que par rapport à nos besoins réels. C'est un vrai souci. D'ailleurs, on achète, certains agriculteurs vendent déjà des productions qu'ils n'ont pas encore produites, ce qui pose question sur les enjeux de la spéculation sur les produits agricoles. Moi, j'aimerais que vous me donniez votre avis sur la question des quotas. Dans le cadre d'une agriculture davantage administrée, qui tienne compte des besoins et qui soit tournée sur la souveraineté alimentaire de notre pays. Vous avez parlé des produits laitiers. Je me souviens qu'à une certaine époque, il y a eu des quotas laitiers qui ont été mis en place. Il y a eu de fortes contestations. Mais je crois qu'il y a encore plus de contestations quand ces quotas ont été supprimés, puisque ces quotas permettaient quand même, avec certaines difficultés par ailleurs, mais permettaient quand même de garantir
un certain revenu. Donc j'aimerais que vous me donniez votre point de vue sur cette question de quotas dans le cadre des productions agricoles. Votre question était destinée à une personne en particulier, M. Monet? Aux 4 ? Qui se lance? Madame Colas? Oui, si vous permettez, merci oui, pour cette question. Effectivement, pour faire court, les quotas, par exemple, ça existe encore sur certaines filières, comme par exemple la filière comté, ou les coopératives, qui restent des vraies coopératives de producteurs, effectivement, garantissent un prix du lait aux producteurs de comté, mais pour un volume. C'est-à-dire que le producteur qui dépasse le volume pour lequel il a la contractualisation à ce prix-là, tout ce qui est au-delà de la quantité contingentée est payé moins cher pour ne pas déstabiliser et pour donner à chacun la juste répartition de la possibilité de produire. Et puis pour éviter effectivement l'effet d'aubaine. On sait très bien, oui, le monde agricole est aussi, aime aussi le gain d'argent facile. Et effectivement, pour éviter l'effet d'aubaine, et on l'a vu sur certaines aides par ailleurs, puisqu'on a la même chose aussi, d'aller vers ce qui pourrait payer le plus et donc d'avoir la ruée sur des productions qui auraient des rémunérations plus élevées. Donc c'est une façon effectivement d'éviter et de stabiliser et la production et le marché et le prix et le bon fonctionnement des structures d'aval aussi de première transformation. Et d'ailleurs, ils ont aussi leurs difficultés, hein, ils ont une pression, hein, il faut pas croire, mais c'est toujours un rapport. Et c'est là aussi, c'est ce dialogue entre le producteur et la première transformation quand la coopérative est encore gérée par des paysans. Merci. Est-ce que quelqu'un veut compléter le propos de Mme Colas, Monsieur le Président Cayet? Oui, je veux bien compléter. Alors, les quotas, normalement, c'est mis en place pour réguler. Vous metteriez aujourd'hui, par exemple, des quotas sur ma production en poulet, alors que moi, j'ai investi il y a 5 ans encore, mais pour 15 ans. Ça pourrait me gêner quand même un petit peu parce que on m'en a pas parlé au départ. Enfin, vous voyez. Ceci dit, par contre, pour lancer un jeune et lui dire tu vas avoir un quota et tu fais ton calcul économique en fonction de ça, et sur un temps long, on va finir par avoir un équilibre parce que ce qui est très mauvais dans nos productions, c'est effectivement quand on produit 2% de plus que les besoins. C'est un outil de régulation. En complément à votre réponse également, vous avez parlé, vous l'avez pas dit, mais c'est marché à terme pour les céréaliers, effectivement, où les céréales se sont financiarisées et échangées parfois même à l'autre bout de la planète, alors que le contact physique, le grain, il s'échange sur le territoire. Effectivement, ça nous échappe. Et tous les deux, avec Sylvie, on est des producteurs bio, on est sur un marché qui est plutôt national, qui s'exporte peu. Alors, ça nous protège de cette financiarisation de nos matières premières. Mais dans le contexte actuel où on a une surproduction, il faut reconnaître aussi que si on pouvait exporter, ça nous permettrait quand même de pouvoir trouver des nouveaux marchés un peu plus facilement. Et la difficulté, elle est là. Vous voyez bien que c'est pas si simple et que l'équation, elle n'est pas évidente uniquement en regardant ce marché à terme ou ces quotas. Si les quotas, ils ont du sens à un moment donné d'être mis en place pour préserver et donner de la visibilité aux futurs investisseurs ou aux jeunes pour qu'ils puissent obtenir justement la possibilité de se lancer, moi je dis pourquoi pas, on y regarde, mais attention de ne pas dévoyer l'objectif du départ qui était bien de sécuriser l'installation d'un jeune ou le développement d'une exploitation, parce que derrière on obtiendra l'inverse de ce qu'on avait espéré. Merci. Une question pour le groupe LFI de Monsieur Maudet. C'est bon, pardon. Merci Monsieur le Président. Merci au groupe écologiste d'avoir organisé ce temps de débat. Merci à vous pour cet exposé. Ma question va être assez brève. C'est vrai que, bon, déjà, merci parce que vous nous avez donné quand même quelques pistes pour sécuriser le revenu. Des pistes alors que, bon, moi, étant député du Limousin, je suis quand même très inquiet puisque les éleveurs bovins, notamment, sont quand même parmi les agriculteurs les plus pauvres. Et cette inquiétude qui nous traverse, quand je reviens du salon, j'ai pu le voir sur les points de blocage, je pense qu'elle traverse encore le monde agricole, puisque n'ont pas été traitées notamment la question du revenu. Emmanuel Macron a fait des annonces, mais finalement, on n'arrive pas tout à fait à comprendre de quoi il en retourne. Et il y a un autre sujet aussi qui tracasse pas mal, en tout cas les éleveurs et les agriculteurs, je pense en général, c'est la question du libre-échange.
Depuis 2017, les traités de libre-échange négociés ou signés s'accélèrent. Et en fait, hier, on avait un débat aussi dans l'hémicycle avec notamment Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre et qui honnêtement m'a assez surpris, puisqu'elle nous a appris hier que les traités de libre-échange imposent des clauses de régulation des échanges. Enfin, qu'en somme, les échanges aujourd'hui sont un peu anarchiques, mais que grâce au traité de libre-échange, maintenant, on allait avoir des conditions écologiques, sociales, etc. Et moi, j'ai toujours cru l'inverse. J'ai toujours cru que les traités de libre-échange justement dérégulaient le marché. J'aurais aimé avoir votre avis, votre regard sur l'impact des traités de libre-échange sur le revenu des agriculteurs, sur la mise en concurrence et sur le péril écologique. Et c'est pour vous quatre, du coup. Qui se lance? Monsieur le directeur général de Max Havelaar, j'ai l'impression qu'on vous regarde. Oui, tenter une petite réponse, par exemple sur une denrée comme le cacao, très commoditisé. Vous avez raison, monsieur le député, et ça a été dit aussi tout à l'heure, ce sont des denrées qui ont échappé finalement au lien avec la production, qui sont spéculées. Là, actuellement, le prix s'envole. Il était, je crois, 40% moins élevé il y a un an. Il est impossible d'organiser une production dans ces conditions. Donc, ce que l'on sait collectivement, c'est que si on ne trouve pas des mécanismes stabilisateurs et de prévisibilité, on va dans le mur, on détruit les exploitations, on détruit la valeur. Alors, est-ce que les traités de libre-échange pourraient... Il y a des signaux, il y a des traités qui commencent à esquisser des pistes du type conformité avec l'accord de Paris sur le climat. Il y a des traités qui parlent des clauses miroirs. Nous, ce qu'on prônerait, puisque les certifications, que ce soit pour le biologique, pour l'équitable et demain pour l'antidéforestation, puisque ces certifications émergent et qu'elles émergent sur une ampleur, sur une assiette internationale. Pourquoi ne pas les utiliser dans les traités comme des outils annexes aux traités? Et par exemple, dans les quotas quantitatifs qui sont fixés, si ces traités doivent être signés par les ensembles régionaux, eh bien, on pourrait mettre des cibles de progression pour que les denrées échangées obéissent à des clauses environnementales et sociales. En première année, échangeons jusqu'à 10% de denrées bio, etc. En deuxième année, jusqu'à 15% de denrées certifiées équitables. Nous, comme ONG mondiale, on sait certifier quelque chose au Ghana avec le même prix plancher et la même rigueur et la même protection pour le producteur qu'on le ferait en France ou en Colombie. C'est un élément de réponse, mais je crois que ça mérite d'être signé. On parle beaucoup des nouveaux accords de commerce. Le vœu que nous formulons, c'est qu'ils soient nouveaux véritablement sur les enjeux qui importent à la société et non pas nouveaux dans le sens d'une course en avant au moins-disant social et environnemental. Je vais prendre l'exemple du Mercosur, puisque j'imagine que c'est un des traités de libre-échange que vous avez peut-être évoqué. Alors, l'accord du Mercosur, c'est simple, ça se résume par un échange viande contre voiture, c'est-à-dire qu'on exporte des produits manufacturés, et puis nous, on importe des contingents, notamment de bœuf, qui d'ailleurs ne sont pas produits avec les mêmes normes qu'on connaît dans l'Union européenne. Les accords de libre-échange, le problème, c'est que d'une part, il faudrait poser des vraies conditionnalités en fait, dans les accords commerciaux tout court. Déjà respecter les accords de Paris, c'est-à-dire notre objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, respecter le règlement de déforestation importée qui est passé il n'y a pas si longtemps que ça, aller davantage sur des mesures beaucoup plus restrictives, sur les chapitres de développement durable qu'on retrouve dans ces accords. Donc il y a énormément de choses à changer et dans l'état actuel des choses, les accords de libre-échange ne vont pas du tout dans la direction du développement durable ou de nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, devraient aller beaucoup plus loin aussi sur nos objectifs des contributions nationales déterminées, ce qu'on appelle les NDC. Donc tous ces enjeux-là méritent vraiment d'être posés sur la table puisqu'ils ne sont pas du tout assez coercitifs aujourd'hui. Sur le deuxième élément qui est celui de l'importation de certains produits qui ne respecteraient pas nos normes, aujourd'hui on parle beaucoup des mesures miroirs. Ça a été aussi discuté par Gabriel Attal qui en a fait l'annonce. Les mesures miroirs, c'est arrêter d'importer des aliments qui sont produits avec des pesticides interdits dans l'Union européenne. Nous, aujourd'hui, on a lancé une campagne qui a ramassé un peu plus de... Enfin, je crois qu'on a passé le seuil des 50 000 signatures et plusieurs députés français et européens ont signé notre charte, justement pour mettre en place ces mesures miroirs. Les mesures miroirs, c'est l'occasion de pouvoir embarquer la profession agricole dans la transition agroécologique. Les mesures miroirs, ce n'est pas l'occasion de continuer avec le statu quo agricole, c'est-à-dire de continuer dans une situation qui est celle
d'avoir une non-réduction de l'usage des pesticides, donc la référence au plan Ecophyto qui malheureusement pose beaucoup de questions aujourd'hui puisqu'on en a changé l'indicateur principal, c'est d'essayer d'aller vers une importation moindre de nos engrais de synthèse azotés, puisqu'aujourd'hui la France est tributaire de près de 2/3 de ces engrais azotés de synthèse, c'est d'essayer de repenser le système. Les mesures miroirs aussi, et je finirai là-dessus, c'est d'arrêter aussi d'exporter des pesticides qu'on s'interdit nous-mêmes en fait d'utiliser. Donc ça doit aller dans les deux sens et on ne doit pas en fait utiliser les mesures miroirs pour avoir une agriculture à deux vitesses. On doit aller sur un principe de solidarité, c'est ce qu'on pourrait appeler le juste échange, mais qui mérite foncièrement de recadrer, de repenser tous les accords de libre-échange et les accords commerciaux qui sont aujourd'hui assez injustes, dans les deux sens. Merci, monsieur le directeur. Une question de la présidente du groupe écologiste, madame Châtelain. Non, je vous ai en inscrit. Quelqu'un au groupe écologiste voulait poser une question? Monsieur Roux? Merci, Monsieur le Président. Je vais l'improviser rapidement et puis m'adresser aux deux représentants du monde agricole. Nous savons qu'un des enjeux majeurs, vous l'avez rappelé tout à l'heure, va être le renouvellement dans les 10 prochaines années. Alors, les freins ont déjà été évoqués en partie tout à l'heure. Vous avez parlé du manque d'attractivité de la profession. Il y a également le prix du foncier qui revient souvent sur la table, et puis le coût des investissements. Et puis, on peut dire aussi parfois la mainmise de la SAFER a des choix qui sont plutôt orientés. Ça, j'ai eu l'occasion de le constater en tant qu'élu local. Et puis, tout à l'heure, comme beaucoup de mes collègues, je suis allé faire un tour au Salon de l'Agriculture et j'ai eu l'occasion d'échanger avec des chefs d'établissement de l'enseignement agricole public. Et ils me disaient que pour arriver à couvrir justement le nombre de départs, il faudrait quasiment augmenter de 30% les effectifs dans leurs établissements, ce qui semble utopique ou impossible. Donc voilà, mon interrogation majeure, c'est à la fois sur cet enjeu de quantité et puis aussi de qualité. Donc comment vous voyez, enfin dans quel ordre vous voyez les leviers pour faciliter les installations? Est-ce que c'est vraiment la question du revenu, du prix de la terre, de la formation continue ou d'autres axes que nous n'avons pas encore évoqués jusqu'à présent? Merci, monsieur le député. Monsieur Caillé. Oui, juste un petit mot avant sur le libre-échange, parce que j'aurais souhaité dire, mais je ne comprends pas quand même que l'alimentation s'échange contre des puces électroniques ou des Airbus. Enfin, je pense qu'effectivement, il ne faut pas être contre les échanges. On peut exporter, on doit importer café, cacao. Il y a des choses qu'on ne peut pas produire sur son territoire. Mais cette variable, le fait que l'alimentation, la souveraineté alimentaire, on accepte en fait d'en faire une monnaie contre des choses qu'on ne produit pas chez nous, enfin voilà, moi ça me dérange un petit peu. On a des beaux territoires et si on veut les faire vivre, il faut déjà commencer à engager des investissements et de la dynamique pour qu'il y ait une économie sur ces territoires qui permettent de faire vivre ces territoires. Pour répondre à votre question, moi je fais partie d'un conseil d'établissement. Depuis 3 ans, il y a énormément d'inscriptions. Ils sont même parfois obligés d'en refuser. Donc le côté attractif de l'agriculture, il n'est pas négatif dans la tête des jeunes. Il y a une très très forte dynamique, on le voit. Par contre, effectivement, ce qui manque aujourd'hui, c'est l'étape d'après. Alors, on est content qu'il y ait des jeunes dans ces établissements agricoles parce qu'ils comprennent comment ça fonctionne et on leur apprend tellement bien qu'ils comprennent aussi que derrière, pour s'engager sur une carrière, parce que souvent c'est une carrière, enfin en tout cas les investissements c'est minimum 15 ans aujourd'hui pour la plupart des productions, c'est un engagement long. Ils voient bien qu'entre le choix de faire un métier dans le para-agricole bien rémunéré, et celui de se mettre des emprunts sur le dos pendant 15 ans et sans être sûr de sa rémunération, ni de son contrat, ni de pouvoir s'assurer face à tous les aléas qui arrivent, le choix, il est assez rapidement fait, quoi. Il y a des jeunes qui veulent s'installer et donc aujourd'hui, économiquement, ça passe pas, les banques suivent pas, le système, globalement, il n'accompagne pas ça, il sécurise pas sur le long terme. Il faut lever ce frein-là, il va falloir le trouver. Parce que moi, dans les écoles, les jeunes que je rencontre, ils sont motivés, ils en veulent, ils seraient prêts à se lancer. C'est pas le temps de travail qui leur fait peur, c'est pas parce qu'ils savent qu'ils vont investir et que pendant 7, 8, 10 ans, ils vont pas avoir un gros salaire. Enfin, ça leur fait pas peur. Moi, j'ai 2 ados qui sont sortis d'école agricole. Il y en a un qui passe la semaine au salon à s'occuper d'un taureau partenaire. Enfin, la motivation, elle est là. Voilà. Mais ce qui manque derrière, c'est sécuriser vraiment leur capacité d'être entrepreneur et de pouvoir justement dynamiser ces territoires avec du revenu.
Merci. Pour le groupe LFI, Madame Ferrer. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, merci pour vos interventions. Donc, ma question porte sur le développement du photovoltaïsme au sol, qui est proposé aux agriculteurs aujourd'hui pour apporter un supplément de revenus ou de retraite, pour pallier à des rémunérations qui ne permettent pas de vivre dignement. Des gisements en toiture et friches industrielles existent déjà largement, comme on a pu l'évaluer l'ADEME. Alors ma question est simple, elle s'adresse à vous quatre, peut-être plus précisément Madame Collat. N'y a-t-il pas un risque de voir les agriculteurs se transformer en producteurs d'énergie? Ne va-t-on pas, avec ce dispositif, vers une financiarisation de l'agriculture, avec une subordination des paysans à des sociétés financières? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Madame Collat. Oui, justement, ça peut rejoindre la question préalable. À partir du moment où le foncier, par la construction de grands projets photovoltaïques sur du foncier agricole, je ne parle pas sur des projets de couverture de toiture, va mettre forcément en concurrence la destination de la terre nourricière ou terre à production énergétique. C'est une grande inquiétude que l'on a, nous, quand on a vu un petit peu les propositions du gouvernement sur la loi d'orientation agricole, sur le projet de loi, la notion justement de souveraineté de l'agriculture, souveraineté énergétique, et le mot énergie apparaît dans la préparation du texte. Ça nous a beaucoup choqué par rapport à ce qu'est à l'origine dans le code rural la souveraineté agricole, l'agriculture justement, et par rapport nous à ce que l'on porte de la via campesina, notre définition. Et donc effectivement cette concurrence et cette course au foncier, c'est terrible. On a des propositions régulièrement sur nos fermes de sociétés qui nous proposent des loyers très élevés qui font que en fait on pourrait voilà, on n'a plus besoin de travailler la terre, il suffit de louer nos terres pour qu'elles soient gérées et qu'elles deviennent des parcs photovoltaïques. Donc ça, c'est une vraie inquiétude. Ça va faire monter la valeur du foncier et ça va aussi empêcher des jeunes de s'installer. Alors d'autres me diront, oui, mais quand même, c'est peut-être empêcher un revenu à l'agriculteur. Mais pour nous, il ne faut pas oublier aussi que derrière ces projets, il y a beaucoup d'accompagnement financier de l'État aussi par rapport au rachat de l'électricité, où là aussi, il semblerait que ça profite toujours à peu près au même, et que dans ces contrats, ce ne soit pas toujours l'agriculteur qui va être le plus gagnant à long terme en plus. Donc il y a souvent aussi une très mauvaise information. Et puis, bien sûr, il faut absolument préserver la nature des sols et tous les artifices de type quand on met agrovoltaïque parce qu'on va mettre 4 moutons dessous, alors que justement on est en train de signer les accords du Mercosur et qu'on a déjà une filière ovine très en difficulté financière, on ne comprend pas bien où ira cette production et à quel prix si on la développe de cette manière sous des panneaux photovoltaïques. Donc en fait c'est détourner notre profession vers un autre usage, à coût toujours pareil de financement, mais ceci, nous on est très inquiets même sur la question de la biodiversité, de la protection des sols, de notre environnement, de nos paysages. Moi je suis d'une région rurale assez touristique. Merci, et ces projets sont aussi très malvenus. Merci. Deux dernières questions. Une question du groupe GDR. Alors finalement c'est Monsieur Maillot qui pose la question. Merci, Monsieur le Président. Frédéric Maillot, député de La Réunion. J'aimerais savoir, est-ce qu'il existe un espace, est-ce qu'il existe des communications entre vous, agriculteurs de l'Hexagone, et ceux des Outre-mer? Est-ce que vous êtes au fait des réalités? Est-ce que vous êtes au fait de leurs avantages, de leurs inconvénients? Comment est-ce que vous discutez entre vous? Est-ce que il y a des échanges aussi de méthodes? Est-ce que, voilà, s'il y a un réflexe Outre-mer, s'il y a un bloc Outre-mer ou il y a vraiment un bloc hexagonal pour échanger, pour faire évoluer l'agriculture, en sachant qu'à La Réunion, on a beaucoup d'agriculteurs, on a aussi de grosses difficultés, on est souvent à l'issue quand il faut lancer la coupe de la canne à sucre, des grèves, parce qu'on a toujours les usiniers qui veulent rien céder aux planteurs. Voilà, je me fais un peu caisse de résonance pour ces agriculteurs pour demander: est-ce qu'il y a un réflexe outre-mer? Est-ce qu'il y a une pensée outre-mer ici en Hexagone? Merci. Merci, monsieur le député.
Est-ce que quelqu'un... Allez-y, monsieur Caillé. Moi, je peux faire un début de réponse. Oui, il y a du lien, mais il n'est pas suffisant. Soyons clairs, c'est pas facile pour eux. Moi, je sais que sur les sujets bio, effectivement, avec les producteurs de bananes, on communique sur leurs problématiques. Après, voilà, vous avez cité l'exemple de La Réunion. Ils importent énormément de nos matières premières, parfois parce qu'ils ne peuvent pas les produire aussi. Il y a du renforcement à faire. Enfin, moi, personnellement, je pense que pour les coopératives qui sont sur les départements outre-mer, effectivement, il y a du lien à faire. Et j'ai rencontré le directeur, Monsieur Duprat, hier, qui est sur alors je ne sais plus quel département d'outre-mer, qui est responsable de la DRAF, qui était avant en région Nouvelle-Aquitaine, et on a beaucoup échangé. Mais les liens avec les agriculteurs, c'est pas évident. Malgré tout, on est à leur écoute aussi, et je ne vais pas leur envoyer la balle, mais ils se sentent aussi assez loin de nos problématiques en métropole, quoi. Merci, Madame Collat, je vous laisse compléter. Oui, alors nous, à la Confédération paysanne, dans notre comité national, l'ensemble des départements d'outre-mer sont représentés et nos collègues viennent régulièrement. Donc tous les 2 mois, on les retrouve. Et notamment notre collègue de Mayotte qui était très surpris de trouver l'eau courante. Quand il venait à Bagnolet nous retrouver, il nous disait, vous imaginez pas, voilà, nous c'est toutes les 48 heures que le robinet coule. Voilà. Donc, voilà. Donc on se sent très proche d'eux. Vraiment, on fait un travail. On était sur l'inauguration de leur stand au Salon de l'Agriculture. Il y a eu des délégations qui sont là. Et on essaye aussi de porter les choses. Et moi, particulièrement, au travers du plan Éco-Phyto, par rapport à la crise du chlordécone, voilà, il y a toujours aussi toute la question de la pollution des produits pesticides, mais aussi, par exemple, sur le travail d'expérimentation que l'on a mis en place sur la volaille et la peste porcine africaine. On a pu proposer à des fermes, je crois que c'est justement de La Réunion, qui vont être accompagnées dans cette expérimentation portée par notre réseau. Voilà, des choses très concrètes, mais il y aurait beaucoup à faire, bien sûr. Merci, Madame. Une dernière question. Nous passons à la Corse avec le groupe Lyotte et Paul-André Colomben. Ah, ça y est, j'appuie sur le mauvais bouton. Merci, Monsieur le Président. Une petite question très rapidement. D'abord, je tenais à saluer la qualité des interventions de nos intervenantes de ce soir. Et très rapidement, je voulais savoir ce que on a beaucoup parlé de prix plancher, et je voulais savoir ce que vous pensiez de l'initiative C'est qui le patron? Savoir si c'est une mesure simplement un phénomène de mode, un phénomène gadget, ou alors c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager, parce que visiblement, quand on a un étiquetage très clair, et ça permet de rémunérer nettement mieux nos agriculteurs. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Merci, monsieur le député. Allez-y, monsieur. Il y a une qualité incroyable dans cette initiative, c'est qu'elle porte le fer, si je puis dire, dans la plaie de l'obscurité des marges. L'opacité des marges est sans doute un des verrous principaux à la solution des problèmes qu'on évoque. Et cette initiative a eu ce génie de mettre en avant le découpage de la valeur d'un produit permettant de se rendre compte des marges respectives des différents échelons. Et ça, en termes de conscience du consommateur, un combat que nous menons depuis 30 ans, sans un consommateur conscientisé, sachant choisir, faisant des choix éclairés pour promouvoir les produits durables, eh bien, il n'y a pas grand espoir possible. On le voit bien dans la crise d'inflation qu'on a traversée. Donc moi, je louerais cette initiative sur ce plan-là, le fait d'afficher comme ça, au vu et au su de tous, la répartition des marges. Et puis la deuxième chose, c'est, je crois, très positif, c'est la pédagogie. Là aussi, je crois que les consommateurs français ont encore une très grande marge de manœuvre pour comprendre ce qu'il y a derrière leurs produits. Et cette initiative a eu cet avantage gigantesque de populariser dans les médias et par une présence massive dans la grande distribution ces deux enjeux-là. Monsieur le directeur, allez-y. Je vais être un peu moins dithyrambique pour le coup. Non pas que C'est qui le patron est une mauvaise initiative, mais C'est qui le patron est une micro-initiative. Sur la transparence, ils ont fait beaucoup d'efforts. Je ne sais pas, est-ce qu'elle a une vocation participative? On va demander en fait à des personnes de savoir quelle est leur proportion à vouloir payer tel ou tel prix pour tel produit.
À l'époque, j'avais étudié plusieurs labels, puisqu'en fait, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on est face à une jungle des labels et les consommateurs ne savent pas ce qu'ils achètent. Lorsque vous allez au supermarché, vous êtes devant des initiatives privées, des marques privées, dont c'est qui le patron font partie, zéro résidu de pesticides, vous êtes sur des labels publics, HVE, AOP, IGP, et l'agriculture biologique fait partie de ces labels publics. Et donc, dans cette jungle-là, la notion de durabilité est très compliquée. Et puis, bien sûr, il y a la haute valeur environnementale qui, aujourd'hui, a des vrais problèmes de crédibilité. Et ça a été démontré dans plusieurs études, et j'en avais publié aussi une à l'époque, lorsque j'étais au WWF, pour essayer de comprendre quelle était la durabilité de tous ces labels sur 14 grands enjeux de durabilité, 7 socio-économiques et 7 environnementaux. Ces patrons avaient montré aussi des intérêts sur le volet socio-économique. Sur le volet environnemental, là se pose la question. Donc si moi je veux un peu, parce qu'on a très peu de temps et on pourrait parler très longtemps en fait de la durabilité de tous ces labels qui sont présents dans les supermarchés et pour lesquels les consommateurs ont vraiment du mal à identifier la durabilité, la bio aujourd'hui est vraiment le sujet. C'est pas parce que c'est la seule initiative, mais c'est celle qui a montré dans la littérature des vrais bénéfices environnementaux et aussi socio-économiques. Et lorsqu'ils sont combinés notamment au commerce équitable. Donc la bio aujourd'hui, c'est, je le rappelle, doubler les surfaces en 6 ans. Le défi, il est immense. C'est vraiment 21% de surface bio d'ici 2030 et avec un objectif intermédiaire de 18% d'ici 2027. Il va falloir mettre les bouchées doubles. Le plan Ambition Bio aujourd'hui n'est pas du tout au niveau. Donc si on veut avoir un gouvernement qui soit crédible vis-à-vis de l'agroécologie, dont l'agriculture biologique fait partie, c'est pas juste en fait en mettant plus de contrôles Egalim. Il va falloir aussi embarquer d'autres secteurs d'activité autres que la restauration collective, qui aujourd'hui n'est pas respectée. Je rappelle que ça fait depuis 2 ans que la loi Egalim n'est pas respectée vis-à-vis de la restauration collective, qui a pour objectif de mettre 50% de produits durables, dont 20% de bio. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 6% en moyenne, et le médico-social est largement à la traîne. Une fois qu'on aura réussi à respecter la loi, il va falloir passer sur d'autres secteurs d'activité, à savoir la restauration commerciale, les cafés, les restaurants, etc. Et puis surtout embarquer la grande distribution, puisque c'est elle qui drive la grande partie de la consommation en fait des Français. C'est la grande distribution. Donc aujourd'hui, moi, mon seul point pour conclure là-dessus, c'est mettons beaucoup plus d'ambition, et c'est le cas de le dire, vu que c'est le nom de cette politique publique, sur l'agriculture biologique. Et ensuite, voyons dans quelle mesure des petites initiatives peuvent aussi vivoter à partir du moment où elles ont montré une réelle crédibilité sur les enjeux socio-économiques et, je le rappelle aussi, environnementaux, ce qui manque aussi sur beaucoup d'initiatives privées. Après, je vous laisse analyser ça sur celle que vous avez évoquée Merci, monsieur. de votre côté. Bien, il me reste à vous remercier, Madame, Messieurs, de votre participation à nos travaux. Avant de passer à la seconde partie avec la ministre qui est arrivée, je suspends la séance pour 2 minutes, le temps qu'on se réorganise. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.
Bien, la séance est reprise. Je vais sans plus tarder donner la parole, en lui souhaitant la bienvenue, à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Madame la ministre, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, mon propos risque de rappeler celui d'hier et je prie ceux qui assistaient au débat d'hier de bien vouloir m'en excuser. Je vous remercie donc pour l'organisation de ce débat qui permet à la représentation nationale de se saisir d'un sujet important du partage de la valeur dans le monde agricole. C'est le 3e débat que je fais à l'Assemblée nationale en 3 jours en cette semaine de Salon de l'agriculture, dont 2 sont assez concentrés en termes de thématiques, c'est dire si c'est l'objet du moment. La crise que nous traversons depuis maintenant plusieurs semaines a mis en lumière les difficultés auxquelles se confrontent quotidiennement nos agriculteurs. Il faut dire qu'ils se retrouvent parfois face à des injonctions multiples et parfois contradictoires. Nourrir nos concitoyens, réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, adapter leur production au changement climatique, diminuer l'utilisation des produits phyto et améliorer le bien-être animal lorsqu'ils sont concernés, et je pourrais continuer cette liste. Depuis 2017, le gouvernement est pleinement engagé en faveur de la protection de la rémunération des agriculteurs et du partage de la valeur au sein de la chaîne alimentaire. Comme l'ensemble des Français, et d'autant plus parce que leur mission au service de nos concitoyens est essentielle, les agriculteurs doivent pouvoir vivre justement de leur travail. Pour cela, il faut payer nos produits agricoles au prix juste. Le prix juste, c'est celui qui rémunère correctement le produit, le producteur et chacun des acteurs de la chaîne de valeur. Le prix juste, c'est aussi celui qui permet à nos concitoyens d'avoir accès à une alimentation durable et de qualité. Et nous pensons que ce double objectif est atteignable. Cette ambition, nous l'avons traduite dans la loi. Ce sont les lois Egalim 1 et Egalim 2 qui ont créé un cadre juridique sans équivalent en Europe. Elles permettent de protéger nos agriculteurs, de rééquilibrer les relations au sein de la chaîne de valeur agroalimentaire. Ces lois replacent les agriculteurs au cœur de la construction du prix et je veux rappeler ces dispositions. La construction des prix doit se faire en marche avant. C'est le producteur qui propose le contrat et qui est à l'origine de la proposition de prix. On prend en compte les coûts de production par le jeu d'indicateurs de référence établis dans les filières. La contractualisation pluriannuelle permet de donner de la visibilité, de sécuriser les agriculteurs dans leur investissement. Elle est recommandée. Des clauses de révision automatique permettent de faire face aux évolutions du marché, aux aléas auxquels les agriculteurs peuvent être confrontés pendant toute la vie du contrat. Ces lois, complétées par la loi pour l'équilibre dans les relations commerciales adoptée en mars 2023, ont produit des résultats, et des résultats positifs. Mais on le voit, nous avons des tensions qui se manifestent dans l'application de ces lois. Dans le contexte de tensions sur les matières premières que nous connaissons depuis près de 2 ans, ces lois ont protégé les agriculteurs, mais elle doit donner lieu à des sanctions à l'encontre de ceux qui ne respectent pas la loi. C'est pour cela que nous avons appelé au renforcement des contrôles opérés par les agents de la DGCCRF, y compris à l'amont. À l'aval, la protection de la matière première agricole fonctionne, même si des difficultés ont été constatées lors des dernières négociations. En revanche, les clauses de révision automatique des prix, les clauses de renégociation n'ont pas toujours été bien rédigées ou réellement appliquées. Là aussi, des progrès sont attendus. À très court terme, la priorité du gouvernement est de garantir que le cadre issu des lois Egalim soit pleinement respecté. C'est là encore l'enjeu du contrôle. 1700 contrôles sur l'origine des produits, 1500 établissements conduisant à 337 avertissements, 107 injonctions, 116 PV pénaux et 2 amendes administratives. 2 préamendes ont été envoyées à des centrales d'achat européennes. Je veux saluer ici le travail réalisé par les services de contrôle, qui est un travail considérable et utile. Je veux rappeler aussi que des procédures sont encore en cours à l'encontre de centrales d'achat créées dans le seul but de contourner les lois. J'avais personnellement lancé il y a quelques années une amende de 117 millions d'euros dont le contentieux chemine et devra enfin être jugé en France, ce qui est une bonne nouvelle. Pour autant, beaucoup reste à faire. Le président l'a annoncé samedi au Salon de l'agriculture, il faut remettre en œuvre des prix qui permettent de justement rémunérer les agriculteurs. Pour que ces prix fonctionnent, il faut que la contractualisation qui a fait ses preuves se développe dans l'ensemble des filières.
À l'amont, l'un des piliers essentiels de la loi est la contractualisation écrite pluriannuelle entre l'agriculteur et le premier acheteur. Or, le déploiement de la contractualisation demeure inégal. Il y a un effort à faire pour que la dynamique de contractualisation pluriannuelle se développe plus encore. C'est notamment le cas de certaines filières animales. Les freins sont bien identifiés. Le fait qu'il y a des réticences de certaines filières à s'engager dans ce type de contractualisation pour différentes raisons. L'organisation de la filière, le rôle d'intermédiaire, le cas échéant, la possibilité d'arbitrer les prix sur des marchés qui peuvent exister, ou tout simplement la nature de la production. Si la production est une production très saisonnière, la contractualisation annuelle ne fonctionne pas aussi bien que dans le cas de biens produits tout au long de l'année. Deuxième élément, et je l'ai indiqué, des pratiques de contournement de certains acteurs, fournisseurs comme distributeurs. La question qui se pose désormais est donc celle des leviers actionnés pour renforcer la dynamique de la contractualisation. Une première réponse réside dans l'accompagnement des acteurs de bonne volonté. J'étais à l'instant sur le salon de l'agriculture pour accompagner la signature d'un contrat tripartite entre une enseigne de grande distribution et des agriculteurs de Grand Est, avec un transformateur qui organise la découpe, et on voit comment ce type de système fonctionne sur du pluriannuel avec des prix qui sont négociés directement entre la grande distribution et l'agriculteur, qui rémunèrent correctement ces agriculteurs et qui permettent de mettre des marchandises de qualité dans la grande distribution. Ce type de démarches doivent être élargies et encouragées. Une deuxième réponse est l'élargissement de la loi Egalim dans ses applications et sa bonne application à la restauration collective. Je pense que nous y reviendrons. S'agissant des prix, le cadre Egalim conserve toute sa pertinence encore aujourd'hui. Ces outils de régulation doivent permettre les bons ajustements de prix à la hausse comme à la baisse en fonction des fondamentaux. Mais il doit être renforcé pour garantir le revenu de nos agriculteurs. C'est l'objet des annonces du président de la République. Alors, je veux le dire tout de suite, ces prix planchers, ce n'est pas la fixation par l'État du prix payé à l'agriculteur pour son produit, ni la fixation du prix payé par le consommateur. Ce ne sont pas des prix administrés. Ce qui compte, c'est que les agriculteurs ne soient pas contraints de vendre leurs produits à des coûts qui seraient décalés par rapport aux coûts de production, aux coûts de référence. Et c'est cela qui permettra ainsi d'aller plus loin que le cadre actuel d'Egalim, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen. Ce travail sera mené en lien étroit avec les filières afin de définir au mieux les indicateurs de coûts de production et la façon de les prendre en compte dans les contrats. Ce sera aussi un des champs dont se saisira la mission parlementaire confiée aux députés Izard et Babot. Enfin, je veux rappeler qu'une partie de la solution se trouve au niveau européen, c'est ce qui est notamment ressorti dans les discussions de ces derniers jours. L'Europe, ce n'est pas un frein, mais le cadre pertinent pour protéger nos agriculteurs de la concurrence déloyale de pays qui ne partagent pas les mêmes standards environnementaux et sanitaires que nous. J'entends souvent des récriminations à l'égard du droit de la concurrence européenne, mais c'est ce droit de la concurrence qui nous permettra d'encadrer les agissements des centrales d'achat européennes. Et c'est au niveau européen que nous pourrons renforcer les contrôles sur les produits importés et sur les pratiques commerciales déloyales. C'est tout le sens de la proposition d'une force de contrôle de type DGCCRF, mais portée par l'Union européenne. C'est dans ce sens que nous avons travaillé et eu des rendez-vous avec Marc Fesneau, avec Thierry Breton, avec le commissaire à l'agriculture la semaine dernière pour poser les jalons de ce nouveau combat. Mesdames et messieurs les députés, les agriculteurs français peuvent compter sur le ministère de l'Agriculture et ses ministres, sur notre engagement et celui pour répondre à leur désarroi et construire ensemble un chemin pour sortir de la crise dans laquelle ils se trouvent. Merci Madame la Ministre. On en vient maintenant aux questions et aux réponses. Toujours la même règle, 2 minutes de questions, 2 minutes de réponses. La première des questions est posée par le groupe GDR et c'est Monsieur Monet. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, lors de sa visite très mouvementée au Salon de l'Agriculture, le chef de l'État a annoncé la mise en place de prix planchers, soit des prix minimum garantis pour les produits agricoles. C'est une proposition que nous communistes portons depuis des années, même si nous préférons parler de prix rémunérateurs. Elle fait partie intégrante d'un pacte d'avenir que nous proposons aux agriculteurs et agricultrices de notre pays pour leur garantir
et c'est bien là l'enjeu des revenus dignes. Si nous ne voulons pas méconnaître la diversité des régions et des exploitations, si nous ne voulons pas non plus que le prix plancher devienne un prix plafond, la mise en œuvre d'un tel dispositif nécessite une révision en profondeur de la loi Egalim. Si cette loi échoue jusqu'ici à protéger nos producteurs, c'est qu'elle repose sur la liberté contractuelle, laissant les producteurs à la merci des outils de négociation des acheteurs, des indicateurs, mais aussi des formules de calcul que ceux-ci concoctent pour mieux dicter leurs conditions. Nous avions proposé lors des débats sur la loi Egalim de confier à l'Observatoire de formation des prix et des marges la mission d'évaluer la pertinence des indicateurs qui servent à la négociation d'un contrat. Nous avions également proposé de mettre en place des conférences permanentes territoriales associant la profession agricole, les filières, les pouvoirs publics et la société civile afin de permettre la fixation d'un prix couvrant les coûts de production des agriculteurs, rémunération incluse. Il est non moins indispensable, afin de sécuriser la chaîne de valeur, d'instaurer un coefficient multiplicateur entre prix d'achat aux producteurs et prix de vente aux consommateurs. C'est la garantie pour ces derniers d'un prix juste. Êtes-vous prêt à remettre aujourd'hui le travail sur l'ouvrage avec l'ensemble des parlementaires pour aboutir enfin à un texte qui fasse consensus en sécurisant, sans le figer arbitrairement, la rémunération de nos agriculteurs? Merci, monsieur le député. Cette question était pas tout à fait dans l'ordre puisque je n'avais pas pris les inscriptions du groupe écologiste m'étaient pas parvenues, pardonnez-moi. Donc, la question du groupe écologiste viendra s'intercaler juste après. Madame la ministre, je vous laisse répondre à monsieur Monet. Merci, monsieur le président. Monsieur le député Monet. Les lois Egalim ont apporté des progrès réels et il suffit que de se promener dans les allées du salon pour entendre ceux qui ont aujourd'hui une contractualisation soit pluriannuelle, soit fondée sur des indicateurs de référence qui rémunèrent correctement leur production pour le voir. Le niveau de contractualisation dans la filière laitière est de 90% pour les volumes laitiers et 70% en nombre d'exploitations. Je ne dis pas que tout est parfait, mais je veux quand même souligner les avancées importantes qui ont été faites grâce aux deux lois Egalim. Vous parlez de liberté contractuelle, ce n'est pas tout à fait le cas. Nous avons donc des indicateurs de référence qui sont définis par filière et le ministère de l'Agriculture a un rôle pour s'assurer que ces indicateurs de référence sont bien réalisés et effectivement faire en sorte qu'ils représentent la réalité de la filière. Deuxième élément, il y a un médiateur de l'État des négociations agricoles. C'est ce médiateur qui est parvenu notamment à trouver des accords dans des négociations compliquées et en les remettant autour de la table. Et vous savez que le médiateur a été actif sur une 60aine de dossiers au cours de la négociation 2024. Il y a maintenant un comité de règlement des différends. Le comité de règlement des différends peut prendre des décisions qui s'imposent aux parties. Tous ces instruments participent du renforcement du pouvoir des agriculteurs dans le cadre de la négociation. L'instrument ultime étant la contractualisation tripartite pluriannuelle, celle que j'ai évoquée, ou annuelle, celle que j'ai évoquée, et qui là aussi, on a des exemples de contractualisation tripartite qui fonctionnent avec un prix transparent, qui est équilibré pour l'agriculteur et qui permet aux transformateurs de ne pas avoir à négocier cette partie du prix et de pouvoir négocier le reste de sa relation contractuelle avec le distributeur. Donc, merci. Merci, Madame la Ministre. Madame Pochon, pour le groupe écologiste. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. La question du revenu est au cœur des revendications des agriculteurs et c'est à ce titre qu'il est également au cœur de nos débats ici à l'Assemblée nationale. Et à juste titre, car c'est une condition pour assurer notre souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations, alors qu'en 10 ans, 100 000 fermes françaises ont disparu et que 50% des agriculteurs seront en âge de partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Pour cela, il est impératif de renforcer l'attractivité des métiers agricoles et cela passe en premier lieu par une rémunération digne. Le président Emmanuel Macron a annoncé vouloir instaurer un prix plancher sur les produits agricoles ce samedi. Bien que cette annonce arrive bien tardivement, elle était bienvenue et elle a soulevé beaucoup d'espoir chez nombre d'agriculteurs. Ces prix minimums d'achat des produits agricoles doivent permettre de couvrir les coûts de production sans oublier la rémunération du travail paysan. Madame la ministre, comment vous positionnez-vous sur la mise en place de prix minimum d'achat, sorte de filet de sécurité des produits agricoles fixés par les filières agricoles de manière décentralisée ?
Et si la promesse d'Emmanuel Macron sur le salon de l'agriculture devait être tenue, ce qui serait, on l'espère, la moindre des choses pour établir un peu de confiance en la politique, quelles en seraient, à votre avis, les conditions de mise en œuvre pour tenir leur objectif, c'est-à-dire garantir un revenu digne aux agriculteurs? Je vous remercie. Merci Madame la députée, Madame la ministre. Merci beaucoup, Madame la députée Pochon. Ma réponse va poursuivre le fil de la première réponse et permettra peut-être de répondre aussi jusqu'au bout à Monsieur le député Monet. Donc, notre vision, c'est de construire ces prix sur la base des indicateurs de référence. Je l'ai dit, nous confions une mission aux députés Babot et Izard de 4 mois qui vont aller à la rencontre des filières et évaluer la manière de construire cette marche en avant. Nous n'avons pas la vision d'un prix administré, donc ça ne correspond pas au projet de loi qui avait été déposé, mais c'est pour donner des points de référence, ça ne correspond pas au projet de loi qui avait été déposé par LFI en son temps, c'est-à-dire on n'a pas cette logique-là, on repart bien des indicateurs de référence construits dans la filière. En revanche, on imagine des dispositifs qui obligent l'agriculteur et le transformateur à négocier d'abord avant qu'une négociation puisse se faire entre le transformateur et le distributeur. En termes opérationnels, les députés Babot et Izard présenteront leurs recommandations d'ici l'été, ce qui donnera lieu à un projet de loi que nous souhaitons présenter dans la foulée, qui donnera donc lieu à un débat auquel vous serez évidemment, une discussion auquel vous serez évidemment associés. Et je sais que les députés Babot et Izard s'appuieront sur les travaux du Parlement qui ont été assez riches sur ces questions de prix administrés, de prix construits sur des indicateurs de référence. La fatigue qui vient. Une des conditions de réussite, enfin les 2 conditions de réussite, mais vous les connaissez, c'est évidemment d'avoir un système de sanctions qui permet, enfin de contrôle et de sanctions qui permet de sanctionner les tricheurs et de faire en sorte qu'il y ait une incitation à respecter ce cadre contractuel. Et le deuxième élément, c'est de s'assurer que la loi s'applique bien en France. Et c'est tout l'enjeu des centrales européennes qui ont été mises en place, en partie pour permettre d'échapper aux lois Egalim, ce qui montre bien que les lois Egalim sont mordantes, mais qu'effectivement, il faut sécuriser juridiquement le cadre. Merci. Pour le groupe Lyot, Monsieur Colombani. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je vous soumets des questions suivantes qui, selon moi, se posent avec acuité. Donc, premièrement, quid de la pertinence de la mise en place des prix planchers esquissés par le Président de la République? Et il me semble que de nombreux économistes et représentants du monde agricole que nous avons croisés ces jours-ci font part de leur scepticisme. Il faut dire que si cette méthode semble bien fonctionner en Suisse, elle n'est pas sans poser de problème dans une économie européenne ouverte. Et nous sommes bien loin d'un consensus parmi les 27. Donc pourquoi, contrario, ne pas soutenir ce qui marche déjà, à savoir les prix planchers à l'initiative des consommateurs? Je faisais référence tout à l'heure, bien évidemment, à la démarche C'est qui le patron, qui s'est développée très fortement en quelques années, qui réunit aujourd'hui 3000 exploitations et qui est plébiscitée par plus de 16 millions de consommateurs. Donner aux consommateurs le choix de la composition des produits en rayon et rémunérer à leur juste valeur les producteurs, n'est-ce pas selon vous un modèle vertueux à reproduire et peut-être à généraliser? Deuxièmement, quelles sont les pistes de réforme qui visent à soutenir les petites exploitations? Nous savons que les aides de la PAC ont tendance à bénéficier aux plus grandes exploitations, alors que sur le terrain, nous avons des filières particulièrement sinistrées qui sont mal loties. Je pense notamment à la filière ovine qui, en Corse et ailleurs sur le continent, connaît depuis 15 ans de grandes difficultés. Enfin et surtout, avant même d'envisager de nouvelles réformes, comment lutter contre le contournement de la loi Egalim qui peine à être appliquée? Je pense bien sûr au phénomène de délocalisation des centrales d'achat par les grands groupes de distribution, mais également à la perte de vitesse de la filière bio. Je crois que les agriculteurs attendent des réponses très concrètes sur l'ensemble de ces interrogations. Je vous remercie, Madame. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Monsieur le député Colombani, vous m'interrogez au fond sur la différence entre Egalim et le commerce équitable, si je le dis avec mes mots, en termes de logique. Les objectifs sont similaires, c'est-à-dire qu'il s'agit de prix de rémunérateurs sur des contrats de préférence pluriannuels avec une transparence et une correcte rémunération de l'exploitant agricole.
La démarche de commerce équitable est une démarche qui est volontaire versus Egalim, qui est une loi qui s'applique de manière obligatoire et s'intéresse plus précisément aux mécanismes contractuels. Le commerce équitable, c'est aussi un label qui a une vocation marketing. Ce n'est pas un terme désagréable, c'est simplement pour dire que du point de vue du consommateur, ça permet de différencier le produit par rapport à un autre qui ne pourrait pas revendiquer cette allégation. Le commerce équitable peut être compatible avec la loi Egalim. Ce que nous cherchons, nous, c'est par le truchement de l'instrument législatif à faire en sorte que l'esprit qui a prévalu à la construction des 2 lois Egalim, qui est la construction d'un prix en avant basé sur des indicateurs de référence qui sont eux-mêmes fondés sur les coûts de production en tenant compte de la différence des charges que l'on a sur le territoire, puisse réellement se produire dans le cadre contractuel. On voit qu'il y a des avancées, on voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont réussi cette démarche. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre ce qui a fonctionné dans la loi Egalim. Et on voit qu'un certain nombre d'acteurs sont un peu moins enthousiastes dans la mise en œuvre de la loi. Ce ne sont pas seulement les distributeurs. Au passage, il y a des filières qui ne sont pas preneuses de mettre en œuvre cette démarche de mise en avant et de contractualisation, qui sont encore attachées à être rattachées à des références de marché spot. Donc il faut aussi l'intégrer dans la réflexion, et je parle bien d'exploitants. Et pour l'ensemble de ces raisons, c'est pour ça que nous voulons remettre cette loi Egalim sur le métier et approfondir sa portée. Pour à l'international, à l'international, je l'ai dit, et sur la PAC, elle vient d'être refondée sur la base d'un projet stratégique national avec une part d'éco-régime qui permet d'équilibrer les enjeux d'aide surfacique. Mais j'entends les interrogations que vous avez. Je reviendrai sur la viticulture en essayant de glisser sur les autres questions. Merci Madame la Ministre. Au groupe Renaissance, Madame Carrois. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. J'aimerais avant tout remercier le groupe écologique pour l'organisation de ce débat et remercier Madame la Ministre pour sa présence ce soir à nouveau à l'Assemblée nationale. Nous avons eu un débat assez similaire hier et je pense que la question du partage de la valeur est essentielle en ce moment, mais c'est une question qui est essentielle pour notre majorité et au cœur de l'action du Président de la République depuis 2018 avec les lois Egalim que nous avons rappelées et qui ont permis un rééquilibrage des rapports de force dans les négociations entre distributeurs et transformateurs d'une part et agriculteurs d'autre part. Pourtant, et vous l'avez constaté, nous sommes encore loin du compte. 20% des agriculteurs rencontrent de très graves difficultés financières. Eux aussi nous l'ont rappelé. Hier, nos échanges ont permis de conclure à une nécessité de muscler en quelque sorte le dispositif Egalim, de renforcer les contrôles, s'assurer une application réelle de ce dispositif législatif. J'aimerais moi revenir ce soir sur la place du commerce international et en particulier l'épineuse question des accords de libre-échange qui ont été évoqués un peu plus tôt ce soir. Dans cet hémicycle, dans les rues européennes, ces accords sont pointés du doigt comme étant responsables des souffrances de nos producteurs. Or, derrière ce titre générique, il y a en fait toute une série de partenariats qui sont conclus avec diverses parties du monde selon des modalités et des périmètres très différents et qui ont d'ailleurs largement évolué au fil des années. Ils ont en commun de permettre une circulation plus facile des biens et des services par la disparition ou un fort abaissement des barrières tarifaires et des barrières non tarifaires, donc des limitations législatives. Si les produits agricoles sont parfois, mais pas toujours, inclus dans les accords de libre-échange, ils font souvent l'objet de contingents tarifaires. Ces accords de libre-échange prévoient d'ailleurs parfois des prix planchers. C'est le cas par exemple pour les tomates, les courgettes de Géorgie. Selon le rapport de nos collègues Thomas Ménager et Lisiane Métayer de 2023, le secteur des vins et spiritueux et la filière laitière française sont les grands bénéficiaires des accords de libre-échange. Et le CETA, par exemple, a permis d'augmenter de 30% nos exportations vers le Canada, alors que la France exporte 3 fois plus de bœuf qu'elle n'importe de bœuf canadien. Donc le président de la République s'est opposé à la conclusion d'accords de libre-échange qui ne respectent pas les accords de Paris sur le climat. Il a été d'ailleurs très ferme sur ce point et ce n'est pas nouveau. Depuis 2019, il s'oppose pour cette raison à la ratification du traité Mercosur. Donc moi j'aimerais avoir, vu que je dois conclure, votre éclairage sur le rôle que peuvent jouer ces accords de libre-échange. Peuvent-ils, de votre point de vue, contribuer à une meilleure régulation des systèmes alimentaires sur le plan international, voire la diffusion de normes environnementales exigeantes? Je vous remercie. Madame la Ministre.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la députée Carrois, vous avez raison de pointer le rôle des accords de libre-échange dans la façon, en fait, de réguler le commerce. Parce qu'ils s'appellent accords de libre-échange, mais ce sont des accords de régulation du libre-échange, puisqu'ils vont apporter des clauses complémentaires pour faciliter, entre guillemets, un échange responsable entre deux pays. C'est tout l'enjeu de la position que nous portons au niveau français, d'intégrer systématiquement dans les accords de libre-échange européens des clauses, notamment en relation avec les accords de Paris, et de faire en sorte de pousser des clauses qui permettent notamment d'imposer nos normes sanitaires et environnementales à d'autres pays. Donc, chaque accord a ses mérites et ses règles propres, mais c'est ça le sens de l'accord de libre-échange que nous avons conclu. Et je rappelle qu'on n'a pas besoin d'accord de libre-échange pour échanger. Malheureusement, ou j'en sais rien, en tout cas, nous n'avons pas d'accord de libre-échange avec la Chine, et nous savons tous que le commerce avec la Chine est important en France. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et vous l'avez souligné, 2/3 des calories qui sont produites en France sont exportées. Et certaines filières ont leur équilibre économique qui repose fortement sur les exportations. Et on le voit bien, si on produit 1/3 qui reste en France pour en exporter 2/3, c'est un élément majeur d'équilibre et de rémunération dans les cours de ferme. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une approche qui soit caricaturale sur le libre-échange. Le commerce international permet d'équilibrer notre agriculture, il lui a permis de se développer, il lui a permis de se moderniser, il a permis de rémunérer correctement les agriculteurs. Ce qui pose problème, c'est la concurrence déloyale, c'est ce contre quoi nous devons lutter. La concurrence déloyale, un des moyens de lutter contre elle, c'est effectivement de mettre dans la discussion d'accords de libre-échange des clauses régulatoires. C'est notamment ce qui nous a amené à nous opposer, c'est le président de la République qui l'a fait, contre beaucoup de pays européens sur l'accord du Mercosur et sur l'accord avec l'Australie. Merci. Pour le groupe Rassemblement national, Monsieur Gillet. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Alphonse Karr disait « Il faut rendre à l'agriculteur sa place et son rang ». Aujourd'hui, ces mots ont une résonance particulière. Depuis plusieurs semaines, l'Europe est traversée par des mouvements d'agriculteurs luttant pour leur survie. Globalement, la Macronie et l'Union européenne ne cessent de multiplier ces derniers temps des discours sur la souveraineté alimentaire, alors même que ceux-ci n'ont pas arrêté pour autant de semer les graines de la colère ambiante. Les traités de libre-échange, justement, dont parlait ma collègue Carrois, sans clause miroir, les normes administratives, la pression fiscale, tout cela participe à ces problèmes rencontrés par nos agriculteurs. La responsabilité aujourd'hui d'Emmanuel Macron, des gouvernements successifs et aussi celle de l'Union européenne est établie. Et plutôt que de s'atteler à la tâche, d'ailleurs, le président de la République et le Premier ministre préfèrent faire de la politique politicienne, notamment en tapant sur le Rassemblement national, mais ce n'est pas le sujet. Pour autant, en 10 ans, ce n'est pas moins de 100 000 exploitants agricoles qui ont disparu. Et les prévisions, d'ailleurs, ne sont pas très réjouissantes. Près de 18% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté. Et si le volume de l'ensemble de la production a augmenté de 2,9% entre 2022 et 2023, son prix pour les producteurs a pour sa part chuté de 3,7%. Donc il y a des mesures à prendre évidemment, et vous le savez, au Rassemblement national avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous avons fait un certain nombre de propositions. Mais puisque la transition est toute trouvée, vous parliez des traités de libre-échange et finalement des points positifs que ces traités peuvent apporter. Ces traités peuvent effectivement apporter des points positifs pour nos exportations, mais il ne faut pas raconter tout et son contraire, et il ne faut pas raconter surtout tout et n'importe quoi. La France est le 22e exportateur mondial, mais aussi le 5e importateur mondial. Cela montre bien un déséquilibre qui est criant. Par ailleurs, on est aujourd'hui le 28 février, demain nous serons le 29 février, et demain les députés européens de la Macronie s'apprêtent à voter un nouveau traité de libre-échange, celui avec le Chili, qui va continuer à détruire notre agriculture. Madame la Ministre. Monsieur le député Gillet, on peut articuler les chiffres et les brasser. Moi, je vais vous en donner un. C'est un chiffre vrai, c'est un chiffre statistique.
Ce chiffre statistique, c'est que le revenu disponible des exploitations a progressé de 93% entre 2017 et 2022. C'est le chiffre qui est issu de la statistique française. Je n'en tire pas la conclusion que toutes les exploitations agricoles françaises vont bien. Mais je n'articule pas des chiffres pour essayer de tuer le débat. Je dis juste que si je prends cet angle-là, je peux vous dire des choses très positives sur l'agriculture française, car il y a des agricultures qui, effectivement, vivent bien de leur travail, progressent, se développent, et ils vivent, entre autres, de l'exportation. Ce que vous essayez par vos propos, mais on ne les comprend pas très bien, parce que si je comprends bien, il faudrait interdire le commerce international, puisque vous citez des situations où il n'y a pas de traité de libre-échange. Vous citez des situations où il n'y a pas de traité de libre-échange. Donc, sans traité de libre-échange, comment régule-t-on l'échange? Peut-être en fermant les frontières. Mais si on ferme les frontières, que se passe-t-il? Eh bien, l'agriculture française s'effondre. C'est une de ses forces. Et vous avez l'air de sous-entendre que nous importons plus que nous exportons. Il se trouve que la filière agricole est aujourd'hui une des plus exportatrices, une de celles dont la balance commerciale est la meilleure dans notre balance commerciale. Donc j'avoue, je ne suis pas très bien le contenu de votre question. Merci Madame la Ministre. Pour le groupe LFI, Monsieur Rattenon. Merci Président, Madame la Ministre, chers collègues. Merci au groupe écologique pour ce débat. La grande question est: comment ceux qui nous nourrissent doivent-ils vivre avec des revenus de misère? Il a fallu que la colère des agriculteurs éclate au grand jour ces derniers mois pour que vous commenciez à agir. Mais attention, nos agriculteurs demandent une vraie politique leur assurant des revenus dignes. Un travailleur agricole à temps plein dégage en moyenne une richesse de 11 420 € par an dans les Outre-mer contre 29 700 € en métropole dans l'Hexagone, selon l'ODEADOM. Les petits planteurs de canne à La Réunion n'ont pas de revenus garantis. C'est quasiment au bon vouloir des industriels. Mais aussi, comment imaginer qu'un agriculteur ayant travaillé pendant 42 ans et demi se retrouve à taux plein avec 650 € par mois de retraite? Certains perçoivent même pas 200 à 300 € car ils ont des carrières non complètes. Ils vivent en dessous du seuil de pauvreté dans une société marquée par l'explosion des coûts. Par ailleurs, à La Réunion, nous sommes dans un parc national, on n'a plus de normes et de règles à respecter. Et aujourd'hui, avec les normes européennes qui se rajoutent dans le milieu agricole, c'est trop contraignant. Les réglementations nationales et européennes ne sont pas adaptées chez nous, d'autant que nous ne sommes pas dans une agriculture massive, intensive, mais plutôt familiale. Par exemple, en matière d'élevage de caprins, l'Europe impose des boucles d'identification électronique. Or, elles sont inutiles à La Réunion puisque nous ne disposons pas de lecteurs. Mais elles sont obligatoires pour bénéficier des aides européennes. Pour la carotte, on a retiré un désherbant aux agriculteurs, mais on importe des carottes de Chine qui sont cultivées avec ces mêmes désherbants. La concurrence est totalement déloyale, vous comprenez. Aussi, quelle politique de revenus pour les agriculteurs d'outre-mer? Comment parvenir à établir un prix plancher? Et c'est tout le débat actuellement des produits agricoles, sachant que les coûts, le mode et les normes de production de lait, de carottes, de salade, de tomates ne sont pas du tout les mêmes d'un territoire à un autre. Enfin, je vous ferai remarquer que nous n'avons aucun référent des Outre-mer depuis 2 ans au ministère de l'Agriculture. Et donc, comment nous comprendre et nous entendre dans une telle situation? Merci. Madame la Ministre. Merci, monsieur le député Rattenon. Vous signalez la situation particulière des territoires d'outre-mer en soulignant notamment que certaines règles qui sont établies de manière générale sur l'agriculture s'appliquent mal à la situation particulière de vos territoires.
L'exemple que vous prenez est effectivement frappant. Je pense que des exemples comme ça, j'en ai besoin pour pouvoir justement nourrir l'agenda de simplification que nous devons porter au niveau européen et au niveau français, parce qu'il faut balayer devant notre porte. Il n'est pas impossible que certaines règles nationales ne soient pas adaptées à des territoires d'outre-mer parce que leur spécificité n'a pas été totalement prise en compte. Ça, c'est le premier point. S'agissant ensuite de la question de la souveraineté que vous posez en creux, en disant au fond, nous ne pouvons pas utiliser certaines molécules pour produire des carottes sur notre territoire et nous sommes contraints d'en importer de pays qui utilisent ces molécules interdites. Nous avons bâti des plans de souveraineté par territoire d'outre-mer. Vous savez qu'ils vont être confiés à l'ODEADOM pour être déclinés et mis en œuvre. Nous travaillons également à des indicateurs spécifiques, là aussi, à l'outre-mer. Le président de la République réunissait aujourd'hui l'ensemble des représentants agricoles de l'outre-mer pour évoquer ces différents éléments. Et oui, vous avez raison, il faut une politique adaptée à l'outre-mer. Nous portons souvent cette parole parmi les pays européens au niveau de l'Union européenne, mais nous sommes d'accord pour dire qu'il faut vraiment être très attentif aux spécificités d'outre-mer et que la déclinaison de textes qui ont du sens sur le continent européen peut parfois être décalée sur vos territoires et qu'il faut être particulièrement attentif à ça. En tout cas, nous allons le porter. Nous avons un bureau des outre-mer et un délégué interministériel aux transformations agricoles dont une des missions est d'accompagner vos territoires. Au groupe socialiste, Monsieur Potier. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord remercier le groupe écologiste de donner l'occasion de parler de ce sujet fondamental pour la deuxième soirée consécutive. Madame la ministre, nous avons produit avec le groupe socialiste, enfin j'ai en tout cas produit une note de contribution au débat sur la crise agricole aujourd'hui à la Fondation Jean Jaurès, dont je vous invite à prendre connaissance. Elle pointe tous les angles morts du débat, tant pour les pouvoirs publics que pour la société civile, qui n'ont pas été abordés dans cette crise. La question du foncier, la question de l'allocation, du partage de la terre, la question de l'allocation des aides publiques, le côté obscur du secteur amont de l'agriculture, l'absence d'instruments de régulation des marchés pourtant disponibles dans l'Union européenne pour notre pays, et puis toute une série de sujets. Il y en a deux sur lesquels j'attire votre attention et qui correspondent au débat de ce soir, c'est celui du partage de la valeur et du commerce extérieur. Je me permets, puisque vous êtes nouvelle dans cette fonction, Madame la Ministre, de vous dire que pour vous entendre pour la deuxième soirée, il me semble qu'il y a un angle mort dans votre récit du commerce extérieur, du partage de la valeur. C'est tout simplement les limites planétaires et les prévisions d'Agrimonde Terra qui nous disent que aucune agriculture ne devra concurrencer une autre parce qu'on aura besoin de toutes les terres, de tous les paysans, de toutes les agricultures du monde pour reprendre les propos d'Edgar Pisani, pour nourrir le monde. Donc tout système de concurrentiel qui détruit l'agriculture sur un autre continent participe au récit d'une faim et d'une faim sinistre pour notre planète. Donc je voulais vous donner ces points-là et puis aborder la question des mesures miroirs et de leur effectivité. Dans votre récit politique, elles deviennent, mais vous n'êtes pas la seule, les députés européens de votre mouvement politique disent la même chose, ils sont dans une sorte d'incantation des mesures miroirs. Elles deviennent un petit peu une sorte de miroir aux alouettes qui viendrait bénir toute extension du commerce international. Pour qu'elles fonctionnent, les mesures miroirs doivent être effectives. Le groupe socialiste porte une proposition très précise, c'est celle de l'inversion de la charge de la preuve. Tout d'abord, 0 pesticides interdit en Europe, importé dans les produits, tolérance zéro, mais plus largement, un système d'inversion de la preuve qui crée une certification par un organisme tiers agréé par l'Union et qui permette de garantir que les standards européens sont effectivement respectés par ceux qui viennent travailler dans notre pays. Que pensez-vous de cette proposition? Êtes-vous à la porter? Je ne suis pas dans l'illusion de solutions nationales pour le commerce international. Je vous propose des solutions européennes que vous pourriez plaider en notre nom. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Potier. S'agissant du commerce extérieur, je ne crois pas que je plaide pour un système concurrentiel. Je plaide pour un système complémentaire. Je n'ai pas le sentiment que les exportations françaises soient un instrument de prédation dans d'autres pays. On pourrait le dire dans le sens inverse. C'est d'ailleurs, je pense, le reproche qui est fait autour de cette table ronde sur la concurrence déloyale, en disant que d'une certaine manière, c'est certaines productions importées en France et produites dans des conditions environnementales et
également social au passage, même si on ne peut pas imposer notre modèle social et demander à ce que les autres le payent, moins 10 ans dans d'autres pays, c'est une forme de prédation sur notre agriculture française lorsqu'elle-même s'impose de respecter des règles environnementales qui sont profitables à l'ensemble de la planète. Donc je ne le mettrai pas dans ce sens-là si je puis me permettre, mais j'entends l'argument puisque c'est celui en fait que nous reprochent les agriculteurs en disant nous faisons le travail de soigner la planète en quelque sorte, nous faisons des efforts, les autres le font pas et à l'arrivée c'est eux qui gagnent des parts de marché, c'est pas logique et ça c'est parfaitement légitime. Alors vous nous amenez sur la question des clauses miroirs, vous avez raison, le système des mesures miroirs, des clauses miroirs, vous avez raison, le sujet c'est leur effectivité et donc pour accompagner cette effectivité se pose la question du contrôle, de la sanction et de la validité du contrôle. C'est pour ça, que nous portons la vision d'une force de contrôle européenne. C'est pour ça également qu'il y a un certain nombre de travaux qui sont, vous savez mieux que moi d'ailleurs, que sur les exportations douanières, la marchandise est dédouanée, mais le site lui-même de production, s'agissant de l'élevage, doit faire l'objet d'un contrôle qui est sur place, d'une homologation, un peu comme dans le cadre des médicaments. Donc c'est probablement la piste, à mon sens, qui serait intéressante d'utiliser. D'ailleurs, d'autres pays utilisent cette piste, c'est-à-dire homologation des sites, puis validation que la marchandise relève bien du site. Et comme le site produit dans des conditions qui sont considérées comme acceptables pour le pays qui importe, alors la marchandise peut rentrer sur le territoire. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Roux, au groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. La filière bio traverse une crise sans précédent. Par exemple, à côté de chez moi, je crains qu'il ne s'agisse d'une situation isolée. Faute de débouchés, 30 à 40% du lait bio est déclassé en conventionnel, ce qui induit des revenus qui sont loin d'être à la hauteur de l'investissement, très loin du prix juste que vous évoquiez, Madame la Ministre. Dans ce contexte, nous observons évidemment d'abord une baisse du nombre de conversions et les agriculteurs et agricultrices ont le sentiment de ne pas recevoir le soutien attendu et pourraient même jeter l'éponge. Donc d'un côté, nous devons faire face à l'urgence, tout faire pour le maintien de la bio dans un premier temps, et d'un autre côté, garantir sa montée en puissance, même si un de nos invités nous rappelait un peu plus tôt que le plan Ambition Bio n'est pas au niveau. Pourtant, nous savons qu'il s'agit de la solution à bien des enjeux, qu'ils soient sociétaux ou environnementaux. Et pour illustrer l'urgence de la réponse à apporter, je vais vous lire un message reçu aujourd'hui. Alors, je vous rassure, Madame la Ministre, il n'y a ni mise en scène, ni dramatisation. J'ai juste reçu ce message sur Messenger à 11h57. Bonjour, je me présente, Monsieur X, agriculteur dans le 44 en bio. Aujourd'hui, je suis aux abois et acculé. Je ne sais plus comment faire et malgré de nombreux appels à l'aide, rien. Je n'en peux plus et ne sais plus comment faire ni réagir. C'est un message de désespoir. Donc, Madame la Ministre, que vais-je répondre à cet agriculteur demain? Pouvez-vous nous affirmer votre indispensable soutien à la survie et au développement de l'agriculture biologique? Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Roux. J'aurais une première réponse à cet agriculteur, c'est effectivement de signaler son cas à sa sous-préfecture, puisque vous savez que nous recensons en ce moment toutes les exploitations qui sont en situation de tension de trésorerie. Ce que j'entends de cet agriculteur, c'est d'abord une situation de tension de trésorerie. Par rapport à cela, un certain nombre de mesures sont déployées. Vous avez effectivement mentionné le plan bio, qui est doté de 90 millions d'euros, plan qui a été augmenté puisque nous sommes passés de 50 à 90 millions d'euros pour accompagner cette filière qui effectivement traverse des tensions. Ce sont également des mesures de différé de paiement du capital et de prêts de trésorerie à taux très compétitifs qui ont été décidés et négociés avec les banques hier dans une réunion que nous avons eue avec le ministre de l'économie. Et ce sont également des dispositifs un peu spécifiques suivant l'activité de cet exploitant. Ces mesures sont des mesures d'urgence. Deuxième sujet, c'est la
le constat que le marché du bio ne connaît pas la croissance attendue dans l'ensemble des secteurs du jeu. On a un premier levier. Ce premier levier, c'est la restauration collective. La restauration collective, dans le cadre de la loi Egalim, c'est également une des avancées, devrait recourir à 20% de bio et 50% de signes de qualité, vous le savez. Ce n'est pas la situation actuelle de la restauration collective. Néanmoins, on enregistre une croissance. Et je l'ai dit, je crois encore lundi et encore avant, nous avons écrit avec Marc Fesneau à l'ensemble des régions, l'ensemble des départements et l'ensemble des associations de communes pour leur demander, connaissant leur intérêt et leur volonté de soutenir les agriculteurs, déjà de communiquer sur leur implication en matière de bio, 2, de s'inscrire sur macantine.gouv.fr et 3, de participer à une conférence des solutions qui nous permettrait d'accélérer la mise en œuvre du bio et de signes de qualité et d'alimentation durable sur le territoire. Je crois que j'ai... Absolument. Et la dernière question, c'est le groupe GDR qui la pose et c'est M. Maillot. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nos agriculteurs réunionnais tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme parce qu'on la hausse de leur cotisation sociale 2026 ne s'arrêtera pas. Cette mesure que le 49.3 a permis, mais que nous devons stopper au nom de la justice sociale. Le gouvernement a acté dans ses articles 18 et 26 du PLFSS que les cotisations seront basées non plus sur la superficie de l'exploitation, mais sur le bénéfice de nos agriculteurs. Mais ce sont des mesures inacceptables et inconcevables. À La Réunion, pour un bénéfice de 50 000 €, le montant à payer pour sa protection sociale passera de 2 000 € à une fourchette comprise entre 15 000 et 20 000 €, soit entre 30 et 50%, 45% d'augmentation. Ce sont des montants aberrant pour la majorité de nos agriculteurs qui ont de petites exploitations familiales. Mon collègue Ratnon vous l'a rappelé. Madame la ministre, nous pouvons encore agir pour modifier cette disposition qui condamne nos agriculteurs réunionnais. Ils ne peuvent plus accumuler les fardeaux de ces décisions arbitraires et déconnectées de la réalité. Comme il me reste un peu de temps, je veux aussi vous rappeler qu'à La Réunion, nous mangeons du riz. Le midi et le soir, nous importons 43 000 tonnes de riz chaque année et que l'Inde a déjà restreint son exportation de riz depuis janvier. Et le Réunionnais ne sait pas à quoi ressemble le riz avant que celle-ci n'arrive dans son assiette. Je n'ai jamais vu, moi, un champ de riz à La Réunion. Pourtant, c'est notre alimentation principale. Quand on ne plante pas ce qu'on mange, on n'est pas libre. Et moi, je fais partie des Réunionnais qui ne veulent pas troquer le riz pour des spaghettis. On veut manger du riz réunionnais. Merci, monsieur le député. Dernière réponse de la ministre à cet échange. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Maillot, vous posez plus largement la question du pouvoir d'achat dans La Réunion. Vous savez, le pouvoir de vivre. Vous savez que s'agissant des cotisations sociales, ça correspond aussi à une protection et que cette protection a un coût et que cette protection est renforcée. Nous sommes un pays qui peut se prévaloir d'avoir un haut niveau de protection sociale. S'agissant du pouvoir d'achat et des exportations, le cas que vous mentionnez est très intéressant. La Réunion, enfin en tout cas la production de riz et le fait d'avoir accès à du riz et historiquement relève de l'importation vers la Réunion. L'un des enjeux que nous portons d'ailleurs, c'est d'avoir des plans de souveraineté territoire d'outre-mer par territoire d'outre-mer, compte tenu de la dépendance de ces territoires à des exportations, à des importations de produits alimentaires et compte tenu de leur potentiel et plus particulièrement à La Réunion de démarrer ou de développer des agricultures. Mais ce ne sera pas nécessairement tous les produits qui pourront être remplacés sur votre territoire. Autant on peut penser que sur les aspects métayage et sur les aspects fruits et sur les aspects élevage, il y a de l'espace de jeu, autant sur la culture que vous mentionnez, dans les quantités que vous mentionnez, je n'ai pas la prétention de connaître par cœur votre territoire, mais je ne sais pas si La Réunion est capable de
par son climat, son territoire, ses terres, de répondre à votre demande de disposer du riz. Donc ça montre bien l'intérêt du commerce international. C'est que c'est aussi pour répondre à des besoins qu'on ne peut pas nécessairement satisfaire sur son territoire. Vous pointez un deuxième sujet qui est celui de l'effondrement de la biodiversité, de la capacité à nourrir l'ensemble de la planète. Et c'est pour ça que nous développons des produits, aussi des plans de souveraineté alimentaire, et c'est pour ça que nous travaillons à baisser la pression sur notre environnement. Cela répond à un double objectif, nourrir nos populations et nous assurer d'avoir des terres qui conservent leur capacité de production. Merci Madame la Ministre. Notre débat est clos. Prochaine séance demain à 9h avec l'examen de 10 propositions de loi dans le cadre de la journée réservée au groupe socialiste. La séance est levée. Bonne soirée.